Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast d'investissement le plus régulier. Tous les lundis matins à 8 heures, on vous parle de bourse, de finance et de business, toujours accompagné d'un bon café. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien. Et toi, Jean, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi aussi ça va très bien, il fait très beau aujourd'hui, même en région parisienne. Mais Et il vous, fait très froid. mais il fait très froid, 6 degrés en ce moment. Et toi ça va, il fait frais chez toi? Bah, il fait 6 degrés aussi ce matin. Je suis sorti pour faire mes 10 000 pas. Je peux te dire que je l'ai senti passer. Je veux bien le croire. Et vous, chers auditeurs, comment allez-vous? Alors, avant de plonger dans le sujet du jour, un petit rappel. Vous pouvez nous écouter sur Fountain App, la meilleure application pour écouter vos podcasts. Vous gagnerez du Bitcoin simplement en nous écoutant. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi nous en envoyer en retour. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de podcast classiques. Laissez-nous des avis et des notes 5 étoiles, c'est mieux. Ça nous aide énormément, ainsi que sur YouTube, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne Le CAF Rentable et à la page Instagram Le CAF Rentable. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube respectives, J'invest et IQ Invest pour Toego, pour ne rien rater de nos contenus. Et bien évidemment, nos pages Instagram également, où du contenu est proposé quasiment tous les jours. Non, tous les jours pour toi Tout à d'ailleurs. fait. Tout à fait. Et si vous voulez aussi approfondir, n'oubliez pas d'aller jeter un œil au site www.iq-invest.fr où vous y trouverez plein de ressources pour aller plus loin. Et ceci étant dit, maintenant c'est parti. Jean, quel est le sujet du jour? Eh ben, écoutez, aujourd'hui, les amis, on va vous faire un peu la suite de l'épisode précédent. On vous avait présenté deux actions qu'on allait mettre potentiellement dans notre watchlist et même potentiellement acheter par la suite, pourquoi pas. Toi, t'avais mis quelle action? On en avait présenté deux chacune. Tout Toi, à fait. Donc, à la base, on devait en présenter 3 chacun, mais on n'a pas eu le temps de terminer parce que le podcast était déjà extrêmement long avec 2 actions. Moi, j'avais eu le temps de présenter donc l'IFCO AB et Interactive Brokers, en sachant que l'IFCO AB est une action que j'ai déjà en watchlist, mais que je n'ai pas encore en portefeuille, et Interactive Brokers est une action que je n'ai ni en watchlist ni en portefeuille, mais que je trouvais suffisamment intéressante pour l'introduire dans cet épisode de podcast. Et donc, il y a une troisième action qu'on va vous présenter aujourd'hui, que je vais pas encore vous dévoiler. Et toi, Jean, quelles étaient les 2 entreprises que tu avais présentées? moi, la semaine dernière, je t'avais présenté, Hugo, Lululemon, que je n'ai pas encore dans ma C'est watchlist, mais vrai. qui m'intéresse vraiment grandement. Sauf que vu que je Nike dans mon portefeuille, tu sais, ça posait un peu problème. Et j'avais présenté Netflix, une entreprise que j'adore, parce que pour moi, ça va Mm. vraiment révolutionner la télé, et ça révolutionne déjà la télé. Donc voilà, c'était Lululemon et Netflix, et aujourd'hui, eh ben, on va vous présenter donc la dernière action chacun. Et ensuite, nous ferons donc le ménage dans notre watchlist, hein, comme le titre l'indique du podcast, où on vous présentera deux actions qu'on a finalement enlevées de notre watchlist, et on vous expliquera les raisons de cet enlèvement d'actions. Et donc, effectivement, et bien du coup, Jean, quelle est la troisième action que tu voulais nous présenter la semaine dernière? Alors, écoute, ma troisième et dernière action, l'action que je suis de très près, c'est CLA. CLA ou Hmm. KLA pour les ricains. Voilà. Alors moi, comment je la classe? Je la classe un peu dans le trop cher parce que vous allez voir que quantitativement, fondamentalement parlant, elle est exceptionnelle. C'est juste qu'aujourd'hui, elle est un peu chère, quoi. Je vais vous la présenter rapidement. C'est une entreprise américaine qui a été fondée en 1976. Elle est basée en Californie. Elle fait partie de la grande industrie des semi-conducteurs. Si vous voyez un peu la matrice, je vous invite, peut-être qu'on la mettra dans l'épisode, tu sais, Ouais, on vous l'écosystème. introduira l'écosystème des semi-conducteurs. Bon, on l'a présenté déjà pas mal de fois. Je crois qu'on l'avait présenté Ouais. lors du deep dive de Texas Instruments, si ça vous intéresse, mais ça fait jamais de Et, mal de le rappeler. ouais, et même le podcast, on avait parlé d'NVIDIA, tu sais, on l'avait même titré la bulle IA, Oui, etc. Je crois qu'on en avait parlé. c'est fort Donc, probable. elle fait partie de cette grande industrie, mais attention, ce n'est pas du tout NVIDIA ou Texas Instruments, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, où se situe là dans cet écosystème? En fait, c'est un équipementier. Ça veut dire qu'elle va venir ici pas pour fabriquer des semi-conducteurs, mais elle va contrôler leur qualité, elle va vérifier de A à Z les semi-conducteurs avec des machines ultra perfectionnées. Tout se joue en fait au nanomètre. Donc, c'est une échelle de... Voilà, c'est un peu quasiment, enfin, sur microscope, hein, vous pouvez pas le voir à l'œil nu. Et en fait,
Ils vont voir qu'il n'y a pas de micro-déchets. Voilà, sur les puces, par exemple, un poil de cheveux qui est tombé dessus, qui peut impacter comment dire, son efficacité. Et ça va être ça le but de Cla. Alors, son business model, il est assez simple à comprendre. Elle va vendre des machines, des systèmes, du matériel d'analyse de défauts, des semi-conducteurs. Et elle va également proposer un service annexe, donc un service de maintenance, de contrôle de ces machines, parce que ce sont ses propres machines. Donc il faut vraiment que ça soit ses équipes qui assurent la maintenance. Donc j'aime bien parce que c'est pas comme Netflix, tu vois, où c'était vachement que les publicités, enfin non, que les abonnements. Là, il y a la vente de machines et une partie aussi service, ce qui est très intéressant. Il y a du récurrent. Donc, alors les points positifs de Cla, bon bah déjà sur Morningstar, hein, c'est intéressant de le rappeler, mais elle a un large moat. Ça veut dire que bah c'est top. En fait, il y a pas mieux. Oui, puis je crois Pour que moi c'est aussi, quasiment une des seules qui est positionnée sur ce créneau-là dans les semi-conducteurs. Hein. Je suis même pas sûr. ouais, c'est Je ça sais pas si elle a absolument. des concurrents directs. Non, en fait, il y a marqué comme quoi elle a des concurrents parce que c'est obligatoire. Tu vois, une entreprise doit avoir des concurrents, mais en fait, il y a personne. Il y a personne, et Hmm. on va le voir juste après. Enfin, elle propose des machines qui sont essentielles parce que, comme je vous l'ai dit, ça va contrôler la fiabilité des produits. Et forcément, c'est des produits de leurs clients. Les clients, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, ils sont leaders mondiaux, top 1, voilà, il n'y a pas au-dessus, dans la conception, la production et la commercialisation de procédés de contrôle. Alors que là, évolue dans un marché de niche, ça c'est très intéressant à le savoir parce qu'elle a très très peu de concurrents sur son segment qui est vraiment spécifique, hein, le contrôle des semi-conducteurs. Donc pour moi déjà là, ça coche toutes les cases. Ensuite, un bon point positif, c'est le management. Le management, il est très senior. Il y a un CEO de 1900, enfin, il est là depuis 1997 en tant que Ah ouais. CEO et il a commencé en fait en tant qu'ingénieur. Tu vois, c'est ça qui est, c'est le Hmm. truc de fou. Il a commencé en tant qu'ingénieur et maintenant, bah, il est tout en haut. Tout en haut. Elle a été Le fondée DAF quand, Cla? en 76, 76. 1976. Ok. Ensuite, le DAF, bah, là, c'est pour vous donner quelques exemples hein, de comme quoi le management est vraiment ancien, mais le DAF, donc le directeur administratif et financier, il est là depuis 99 et le CTO depuis 97. Donc, ils sont là depuis un petit moment, plus de 20 ans, même quasiment 25 ans, ce qui est vraiment une très bonne chose. Alors moi, les amis, ce que j'aime énormément regarder quand j'achète une entreprise, ou en tout cas quand je la mets dans ma watchlist, c'est ce que je vous invite vraiment à faire, c'est que toutes les entreprises ont des parts de marché. Tu vois. Et moi, j'adore regarder les parts de marché parce que ça veut dire beaucoup. Plus une entreprise a des parts de marché élevées, plus ça veut dire que c'est un mastodonte, plus ça veut dire que en fait, elle écrase tout le monde. Hmm. Et là, pour Cla, depuis 2009, hein, les parts de marché, elles sont supérieures à 50%. Tu vois, elle détient plus de la moitié de tout le marché de son segment et depuis 2009. Voilà. Le premier concurrent de Cla, c'est dans une de ces slides qui vont être disponibles parce que c'est vraiment sympa. Si vous voulez analyser Cla, vous allez voir dans sa rubrique Investor sur Internet, hein, vous mettez CLA Investor, il y a beaucoup de slides qui sont proposés avec des PowerPoint qui sont ultra simples à regarder parce que à prime abord, ça peut être un peu compliqué de l'analyser, mais en fait, vous allez voir que ils dégrossissent vraiment le travail et c'est compréhensible pour tout le monde. Et en fait, ils mettent à un moment comme quoi le premier concurrent de CLA, il a environ 10% de part de marché. Voilà, donc CLA, 50% de part de marché supérieur, plus de 50% de marché depuis 2009 et le premier concurrent, 10%. Tu vois, il n'y a pas de C'est qui le concurrence. premier concurrent? Ils le mettent pas. Ils le Ah, mettent pas dans. En fait, il y a trois. Ils comparent Cla à trois autres sociétés et ils mettent pas les d'accord. trois premiers concurrents. Alors, le mot, l'avantage concurrentiel, bah déjà, c'est des Ah, machines qui attends. sont au top. J'ai Ouais, dis-moi. un. J'ai un. Cla, apparemment, c'est Hitachi High-Tech, le deuxième, apparemment. Ah, c'est le japonais. Hitachi High-Tech, ensuite on a Nanometrics, Rudolph Tech et Nova Measuring, mais là c'est des chiffres qui datent de 2017-2018, hein, donc je suis pas sûr de la fraîcheur de... Ok. Ah, on a Applied Materials ici sur ce graphique en deuxième concurrent, mais je suis pas sûr que Applied Materials il soit spécifiquement sur le même Ouais, créneau, donc je crois pas que ça soit vraiment sur son segment-là du ouais. contrôle et de la vérification.
Alors sinon, juste pour revenir à l'avantage concurrentiel, toi je sais que tu l'aimes beaucoup, Hugo. Donc le mode, déjà, ce sont des machines qui sont au top. Tu vois, c'est du nanomètre, hein, donc il faut que ça soit excellent, il faut que ça soit parfait. Et il y a une durée de vie qui est très longue, même plusieurs dizaines d'années. Alors pour vous dire, ils mettent dans les slides en avant que certaines des machines datent encore des années 2000, tu vois. Il y a encore de la maintenance sur des machines de CLA qui datent de 2000 et qui sont encore en service. Donc c'est vraiment top. Pourquoi? Bah, parce que ça va être un frein pour les clients d'aller voir la concu. La machine, elle est là depuis un bail, elle fonctionne super bien, il y a une maintenance. Pourquoi aller voir ailleurs alors que bon, une machine de classe, elle ne doit Hmm. pas coûter 5 000 €, tu vois? Ouais. Donc voilà, un frein pour les clients d'aller voir la concurrence, il y a une barrière à l'entrée pour moi aussi, car ah, pour un nouvel entrant, c'est quasiment impossible de concurrencer CLA, qui a des parts de marché ultra importantes et des machines qui sont là depuis vraiment longtemps. Alors, forcément, on va faire vite fait un tour sur le quantitatif, mais très rapidement. Donc, bon, elle est un peu surévaluée, comme je vous l'ai dit, hein, l'évaluation du prix sur ton application, Hugo, elle est à 58%, donc elle n'est pas donnée. Mais par contre, niveau des marges, voilà, c'est 59% de marge brute, marge nette 28%. 28% de marge nette, c'est vraiment énorme. Il y a très peu de Ouais. free cash flow, il y a très peu de capex, excusez-moi, 8% de capex. Quantitativement, honnêtement, les amis, je vous invite vraiment à aller dessus parce que c'est très très intéressant. La Ouais. rentabilité pour l'actionnaire a un ROIC sur 10 ans de 34%, un ROCE de 31% sur 10 ans. C'est vraiment excellent. Le ROE, le Return on Equity, 78%. Voilà. Tout est dans le vert. C'est ça qui est vraiment beau. L'augmentation des dividendes qui est présente depuis 14 ans. 14 ans, donc voilà, une entreprise qui est stable, qui est croissante. Juste pour te parler du CAGR, tu vois, sur 5 ans, le CAGR de classe est 37%. Une linéarité de 0,91, donc elle bat littéralement le S&P 500, qui est à 13,46% de CAGR et 0,84 de linéarité. Tout Voilà, à c'était fait. vraiment le petit Et tour puis, sur CLA. un point très intéressant au niveau des marges, Ouais, j'en profite hein, pour la regarder en même temps, je la regarde sur l'application IQ Invest pour ceux qui se demandent. Maintenant, il y a les données historiques sur 30 ans sur l'application, et ça c'est vachement bien parce que ça permet de voir des tendances long terme. Et effectivement, on en reparlera après pour les actions qui vont arriver. Mais ce qui est très intéressant, et moi que là c'est une entreprise qui m'intéresse aussi beaucoup, et d'ailleurs c'est l'analyse qui va sortir cette semaine sur la chaîne. Alors quand vous verrez le podcast, elle sera déjà sortie l'analyse sur IQ Invest, mais c'est l'analyse que je prévois, donc du coup là on est le samedi et que je prévois pour le mercredi d'après. Et on voit que la marge free cash flow est passée de 19% en 2004 à 24% en 2014, à aujourd'hui, en 2024, 30%. La marge free cash flow c'est a énorme. presque doublé en 20 ans. La marge opérationnelle est passée, elle était de 19% en 2004, elle était à 26% en 2014 et elle est maintenant à 39%. C'est monstrueux. Les retours sur C'est énorme. capitaux, c'est pareil. En 2004, on avait des retours sur free cash flow de 11%, en 2014 de 15%, et en 2024 de 28%. Ah, il y a une croissance de C'est dingue, tu vois. monstrueux. Et C'est c'est ça qui est monstrueux. intéressant parce que elle évolue dans le secteur des semi-conducteurs. Et tu sais, on peut penser, oui, mais que là, c'est normal qu'elle explose parce que les semi-conducteurs, on fait que d'en parler, parce que l'intelligence artificielle. Mais en fait, tu vois que cette croissance, elle est là depuis 2000, depuis 2004. Tu vois, à l'époque où Hmm. on parlait pas du tout de semi-conducteurs, où tout le monde en avait rien à faire. Et c'est ça que je trouve impressionnant, c'est que c'est une entreprise de dingue qui est ultra puissante et qui ne surfe pas enfin, elle surfe sur la vague actuellement, mais elle a eu des chiffres de dingue, pas grâce à la bulle IA qui est en ce Ah oui, moment. puis il faut pas oublier que les semi-conducteurs, c'est pas que l'IA, tu vois. Je vous encourage à aller voir le Ouais. deep dive sur Texas Instruments pour ça, mais les semi-conducteurs, c'est tout, en fait. Il y en a dans votre ordinateur, dans votre téléphone, ça c'est sûr, mais il y en a dans votre micro-ondes, il y en a dans Micro-ondes, votre machine à laver, il y en a dans votre lave-vaisselle, il y en a dans votre voiture, des semi-conducteurs, et il y en a partout. même dans la brosse à dents électrique. Oui, tout à fait. Truc de dingue. Alors bon, forcément, vous connaissez la musique. S'il y a des points positifs, il y a également des points négatifs. Alors, forcément, pour que là, ce qui va poser un peu problème, c'est les 77%
de son chiffre d'affaires qui sont générés en Asie, dans des pays comme Taïwan et la Chine. Là, ça peut poser problème parce qu'en ce moment, on le sait, il y a quand même une rivalité, enfin, c'est pas depuis aujourd'hui, tu vas me dire, mais entre la Chine, en tout cas le bloc asiatique chinois, et l'Amérique, qui veut être de plus en plus indépendant stratégiquement au niveau des semi-conducteurs, quitte à délaisser la Chine, les États-Unis qui interdisent par exemple à ASML certaines choses sur les semi-conducteurs. Enfin, c'est vraiment très particulier. Et voilà, CLA qui génère 77% de son chiffre d'affaires. Si on voit qu'elle est quand même amenée à prendre de la pression des États-Unis, bah, ça peut forcément impacter ses ventes et impacter tout l'écosystème sera impacté forcément, hein. Mais que là, avec 77% de son chiffre d'affaires qui est généré là-bas, en Asie, ça peut forcément lui poser problème. Mm. Ensuite, un second point pas forcément positif, c'est sa valorisation. Tu vois, son PER sur 10 ans, il est de 22. Non, mais tu imagines, genre PER de 10 ans sur 22 sur CLA. Tu sais, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, putain, mais elle était vraiment pas chère, quoi, en fait, à un moment. Et donc, le PER sur 10 ans, on est à 22, et aujourd'hui, le PER, on est à quasiment 37. Voilà. Donc, un peu cher. Un peu cher Ouais. même. Alors, sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'elle évolue dans un secteur qui est cyclique. Donc attention au retournement de tendance qui est de façon propre à tout l'écosystème, mais on voit quand même que depuis 2004, elle croît, elle croît, elle croît. Donc on va dire que c'est un secteur qui est cyclique, mais que là n'est pas forcément impacté vu qu'elle n'est pas dans la fabrication des semi-conducteurs, mais plutôt dans le contrôle de ces derniers. Donc bon, faut faire attention, mais je pense qu'elle peut largement mieux résister, par exemple, s'il y a un retournement de cycle que, on va dire, Texas Instruments, par exemple, ou TSMC, voilà, des entreprises comme ça. Mm. Ou Et Intel, tu vois. d'ailleurs, tu me fais penser à un super truc quand tu dis que historiquement elle était pas chère. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais j'ai envie de rajouter dans l'application. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver, notamment dans la partie évaluation du prix. J'ai pas envie de vous spoiler, mais vous aurez peut-être, au moment où ce podcast va sortir, vous aurez peut-être déjà plus d'infos, mais je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que l'évaluation du prix va être complètement revue et j'ai envie de rajouter le graphique sur 30 ans de l'évolution du PE et du price to free cash flow pour voir comment, en fonction des années, elle était évaluée, tu vois, et voir l'évolution du PE dans le temps. Je pense que ça peut être quelque chose de très très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Jean? Bah écoute, ouais, je pense que ça peut être intéressant, surtout pour la valorisation. C'est le nerf de la guerre, c'est vraiment quand tu achètes une société, parce que tu te dis, euh, tu peux acheter une entreprise de qualité, même une entreprise d'une extrême qualité, mais en fait, si tu l'achètes trop cher, t'auras pas de performance. Donc, Tout à fait. c'est vraiment un tout quand t'achètes, enfin, quand tu fais du stock picking, faut que ton analyse fondamentale soit bonne et faut que tu comprennes ton entreprise. Mais en fait, aussi le prix. Faut comprendre le prix d'achat qui va pouvoir impacter vraiment à la baisse ou à la hausse euh, toute ta Ouais. performance sur un titre. Bah, c'est d'ailleurs, je pense, on y reviendra après dans les actions qu'on va potentiellement enlever de notre watchlist. Mais rappelez-vous bien que la moitié de la performance se fait sur la sélection d'une action. Si vous sélectionnez une action de merde, forcément, voilà. Mais l'autre moitié se fait sur le prix d'achat. Si vous sélectionnez une action exceptionnelle comme Costco, mais que vous l'achetez aujourd'hui à un PE de 50, euh... laissez tomber, les gars, vous n'allez pas avoir de rendement sur les 10 prochaines années. C'est juste impossible Mm. mathématiquement. Après, je peux me Et tromper, hein. pourtant, c'est une entreprise de Mais qualité. Costco, c'est une superbe entreprise, mais à un PE de 60, c'est une entreprise qui, enfin, ça n'a aucun sens de l'acheter à ces prix-là. Et Non, à c'est clair. l'inverse, vous pouvez acheter une entreprise éclatée. Si vous l'achetez pas cher et que son prix remonte, bah, vous pouvez faire une bonne perf. C'est ce qu'on appelle l'investissement value d'ailleurs, mais Ouais, non, mais c'est ça qui est impressionnant. c'est lié. Il faut sélectionner des entreprises de qualité, mais il faut les acheter également au bon prix. Mm. C'est du C'est GARP, absolument un ça. peu. C'est même du CARP, Quality at Reasonable Ouais, c'est Price. ça. C'est ça. Voilà. Bah voilà. Alors oui, juste pour rebondir là-dessus, enfin pour rebondir sur les points un peu négatifs ou les points à fouiller, je vous ai vraiment expliqué rapidement le secteur cyclique. Il y a aussi une concentration de la base de clients. Deux clients, les deux principaux clients de CLA représentent 10% de son chiffre d'affaires. Ça va être TSMC et Samsung. Voilà, donc il faut y faire attention parce que forcément, bah, si elle perd TSMC et Samsung, ça peut faire très mal au chiffre d'affaires de CLA
et donc de son cours de bourse, forcément. Et comme vous le savez sûrement, TSMC et Samsung ne sont pas situés aux États-Unis, hein, c'est plutôt de l'autre côté. Donc, faut faire attention, surtout au risque géopolitique pour le coup. Voilà. Donc, faut faire attention à tout l'écosystème des Tout à semi-conducteurs, mais fait. aussi de la géopolitique. Mais j'ai envie de dire, ce risque géopolitique s'applique à 100% des entreprises qui touchent de près ou de loin aux semi-conducteurs. Ouais, non, mais carrément, carrément. Tout le marché est tellement lié à TSMC de toute façon que Ah, ouais, carrément. voilà. Voilà. C'était le petit Très tour de bien. Klein. Toi, tu l'as mise dans ta watchlist? Alors que là, elle est pas encore dans ma watchlist, mais je pense qu'elle va très certainement intégrer ma watchlist quand je vais faire de l'analyse, parce que c'est une entreprise sur laquelle qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps, mais j'ai pas été pressé pour l'analyser parce que je sais qu'elle est trop chère et que de toute façon je pourrais pas l'acheter maintenant. Dans le même principe, il y a Applied Materials aussi qui m'intéresse, mais je sais qu'elle est beaucoup trop chère aussi, donc on verra. Mais c'est des entreprises qui vont, oui, très certainement rejoindre ma watchlist. Je sais qu'il y a Broadcom aussi, on en parle souvent, Broadcom, et il faut que je fasse l'analyse Moi, aussi. Broadcom, j'ai du mal parce que c'est ultra. Enfin, tu vois, là, déjà, les clients sont concentrés, mais alors sur Broadcom, Ah ouais? c'est terrible, tu vois. Elle perd J'ai pas encore 10% à chaque analysé, fois. donc Là. je peux pas te. Ça, J'ai pas c'est vraiment assez d'avis sur spécifique. Broadcom. Mm. J'ai pas Mais tu vraiment pourrais acheter d'avis. potentiellement que là. À un bon prix, ouais. Clairement, je pense que Clairement, oui. moi aussi. Ouais, clairement. Ouais. Alors, Très c'est bien. pas un conseil à l'achat ni à la vente, hein, je vous préviens tout Non, de mais il y a suite. jamais de Voilà. conseil en Il investissement n'y a jamais de sur le cap conseil. rentable. Hein. Nous, on fait que parler. On fait que parler, exposer nos avis, mais ce sont nos avis et on a travaillé pour les exposer. Mm. Voilà, c'est à vous d'en faire de même. Hein. Et on peut avoir 100% tort et demain, Cla peut tout à fait faire faillite. Voilà. Et ça peut être le clap de fin. Elle était pas mal, ça. Excellent. Excellent. Bon, sinon, on arrête ces Ok. bêtises. Hugo, est-ce que tu veux nous présenter ta dernière entreprise qui m'inspire beaucoup pour le coup? Eh bien, écoute, donc moi, la troisième action intéressante du coup que je devais présenter la semaine dernière, c'est Moncler. Moncler, qu'est-ce que c'est? C'est une société, alors aujourd'hui qui est italienne, mais c'est une société qui a été créée en 1952 par René Ramillon et André Vincent dans une ville qui s'appelle Monestier de Clermont, ce qui donne le nom du coup Moncler. Monestier, Mont, Clermont, Clair, Moncler. Près de Grenoble, et à l'origine, donc c'est une marque qui fabrique des sacs de couchage et des tentes pour la montagne, donc une marque somme toute d'alpinisme. Notamment, Moncler a adapté la doudoune, donc au départ c'était un vêtement plutôt d'ouvrier pour l'usine, mais ils ont vraiment commercialisé à grande échelle, enfin ils ont démocratisé la doudoune, avec notamment l'alpiniste Lionel Terré, qui a découvert les qualités thermiques de la doudoune et qui a aidé à développer une gamme de produits adaptés aux expéditions en haute montagne, et c'est vraiment sur la doudoune que Moncler s'est fait connaître. Et également, donc Moncler est devenu le fournisseur officiel en 68 de l'équipe de France de ski aux Jeux Olympiques de Grenoble, ce qui a vraiment propulsé la marque sur la scène internationale. Puis ils se sont diversifiés dans la mode dans les années 80, notamment avec des collaborations avec la styliste Chantal Thomas. Et Moncler commence également à intégrer des éléments de mode, donc des boutons, des fourrures, et se popularise comme une marque de ville, notamment en Italie et au Japon. Et justement, donc dans les années 90, Moncler connaît une crise financière et est mise en redressement judiciaire. Et en 98, elle est rachetée par un groupe italien qui s'appelle Finpart, Finpart, et Remo Ruffini donc devient le directeur artistique en 98. En 2003, donc Ruffini rachète Moncler et la repositionne comme une marque de luxe en conservant l'héritage montagnard, et il ouvre notamment des premières boutiques sous l'enseigne Moncler. Elle s'étend également dans les années 2000 à l'international, avec des ouvertures à Paris, à Chamonix, à Milan, mais également des boutiques en ligne. Dans les années 2000, elle s'étend à l'international et ouvre des boutiques notamment à Paris, Chamonix ou encore Milan, et elle connaît donc une croissance et du succès dans les années 2010, et les fonds Carlyle et Euraseo investissent notamment dans Moncler, et ça devient une marque mondialement reconnue avec des dizaines de boutiques à travers le monde. Il y a eu notamment aussi des controverses, notamment avec des accusations de maltraitance animale dans les années 2010 concernant ses fournisseurs
de duvet. Et en 2020, Moncler a également racheté la marque italienne Stone Island pour 1,15 milliard d'euros. Donc, C'est ce eux qu'il qui faut ont Stone retenir, Island? ouais, Ça, je savais pas du tout. tout à fait. Donc, ce qu'il faut retenir de Moncler, globalement, en termes de business model, c'est que c'est un positionnement haut de gamme. Donc, il se positionne comme une marque de luxe spécialisée dans les vêtements outdoor, en particulier, donc, les doudounes, à l'image un peu de ce qu'on peut retrouver chez Canada Goose, par exemple. En alliant fonctionnalités techniques et style haut de gamme, ils ont un héritage montagnard et aussi centré sur l'innovation. Et ils ont une stratégie retail en privilégiant la vente directe à travers donc le réseau de boutiques exclusives situées dans les villes prestigieuses du monde entier. Également, ils ont des collections capsules et des collaborations. Donc, par exemple, on peut penser à Moncler Genius, et ils collaborent donc avec des créateurs de renom. Ils ont des produits diversifiés, bien que centrés sur les doudounes. Ils ont aussi des gammes d'accessoires, de vêtements pour enfants et d'autres collections. Ils sont présents à l'international et ils ont également une intégration numérique via un commerce en ligne. Moncler, c'est un mode qui est petit. C'est un mode qui est noté narrow de la part de Morningstar et qui provient principalement, comme vous pouvez l'imaginer, des actifs intangibles et de la marque Moncler en tant que telle et de son histoire et de sa réputation. Côté quantitatif, Moncler, c'est une société qui est très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, elle bat très très largement le S&P 500 sur les 10 dernières années avec un CAGR de 17% et une linéarité de 0,94. Elle a des très bonnes marges avec une marge opérationnelle de 30%, une marge free cash flow de 29%, des bons retours sur capitaux avec 23% de ROIC sur les 10 dernières années, une croissance du CA de 15%, donc une très très belle croissance, 17% de croissance des EPS et 26% de croissance des free cash flow. Donc vraiment, on a une croissance très très bonne. Elle a quasiment pas de dette, 0,68 de dette sur EBITDA. Et au niveau du dividende, par contre, c'est pas fou, 3 ans d'année d'augmentation, puisqu'elle a dû très probablement le couper pendant le Covid. Là, vous le voyez pas, mais moi, je regarde sur l'application EQ Invest, et je vais vous dire ça pour le dividende, oui, tout à elle fait. est très peu endettée en plus. Hein. Ouais, elle est très peu endettée, le dividende a été coupé en 2020. La marge opérationnelle était de 20% en 2010, elle est maintenant de 29%, donc une très belle augmentation. La croissance des revenus est magnifique, avec seulement 2 années de baisse depuis 2010, en 2013 et en 2020, mais 2020 on peut lui pardonner. Les free cash flow par action, pareil, une très belle croissance. Les retours sur capitaux, on avait 6% de free cash flow return on capital en 2010, et on a 18% aujourd'hui, donc une belle évolution. Donc vraiment, quantitativement, l'entreprise a tout pour plaire. Fondamentalement, elle est intéressante malgré un moat narrow. Donc c'est une entreprise qui est très intéressante, et moi je vais te dire en plus, pour couronner le tout, c'est une entreprise qui est aujourd'hui sous-évaluée. Pourquoi ? Parce que déjà, on le voit par rapport à ses ratios. Historiquement, elle avait un PE de 28, aujourd'hui elle a un PE de 21. Historiquement, elle avait un price to free cash flow de 29, aujourd'hui elle a un price to free cash flow de 14, donc relativement faible. Et moi, je me suis amusé, comme tu le sais, à faire mon petit forward free cash flow sur Moncler. C'est exactement notre appel de ce matin avant qu'on commence le podcast, et d'hier d'ailleurs. Tout à fait. Et Moncler apparaît comme étant décoté, puisque si on part sur un growth rate, donc croissance des free cash flow par action de 12%, ce qui est vraiment très inférieur par rapport à ce qu'elle a fait historiquement. Pour vous dire, elle a fait 26% sur les 10 dernières années, donc 12%, on est vraiment extrêmement conservateur. Et on prend un price to free cash flow terminal de 20. Donc pareil, ici on est conservateur, puisque le price to free cash flow sur les 10 dernières années était de 29. Donc vraiment une hypothèse extrêmement conservatrice. 12% de croissance des free cash flow, 20 de ratio de valorisation en période terminale. Sur 5 ans, ça nous donne donc un prix final de 96 € en 2028. Et si on achète aujourd'hui l'entreprise au prix actuel, donc elle est à 51 €, on obtient un CAGR de 13,57% sur les 5 prochaines années, ce qui est très bon. Et on peut aller jusqu'à 54-55 € à peu près pour être rentable sur l'entreprise, avec ces perspectives de croissance, hein, j'insiste, et des perspectives de croissance que j'ai pris volontairement très pessimistes, notamment pour la pénaliser un peu parce que l'entreprise a un moat qui est faible. Mais on arrive donc à une sous-évaluation approximative de moins 6%. Donc l'entreprise aujourd'hui serait réellement décotée.
en bourse. Les raisons pour lesquelles elle est décotée, j'en sais rien. J'ai pas plus analysé l'action que ça, donc je pourrais pas vous dire. En soi, si tu regardes la corrélation, à mon avis, je pense que ça vaut, euh, comment dire, parce que tu vois, elle était quand même assez chère. En mars, elle était à 70 balles. En avril 2023, elle était à 67, tu vois, sur ses plus hauts. Et à mon avis, je pense que si tu compares par rapport au cours de LVMH et de Hermès, Tout à fait. et en fait, c'est exactement le retournement de tendance qu'il y a sur le marché chinois, la classe moyenne qui consomme moins, ou les Ouais. Chinois, enfin, qui galèrent à dépenser et qui ont du mal à retrouver leur croissance. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça le problème, parce que tu vois, moi, franchement, quand je regarde son cours, depuis mars 2024, elle était à 70 euros, elle est tombée à 51 là aujourd'hui le 14 septembre. Bon, en vrai, tu regardes le cours de LVMH, c'est grosso modo pareil. Donc, je pense que c'est vraiment tout le secteur du luxe parce que j'ai regardé vite fait sur son site internet. Ouais, c'est quand même du luxe, hein, des doudounes à C'est tout 1500, à fait. 2000 balles, etc. Donc c'est vraiment, Ouais, on est c'est sur le haut du panier. c'est du luxe effectivement. À l'inverse d'LVMH, par contre, elle connaît pas la baisse de croissance. 8,8% de croissance du CA sur la dernière année et Ouais. 56% de croissance des free cash flow sur la dernière année. Donc moi, c'est ça que je trouve intéressant avec Moncler, c'est que quantitativement, elle est bien meilleure que LVMH par exemple. Le problème, c'est que forcément, elle a un moins bon moat et qu'elle est moins bien diversifiée puisqu'elle est uniquement sur deux marques, Moncler Mm. et on a dit Stone Island, je crois. Ouais, c'est ça, sur Stone Ouais, Island. c'est Surtout que tu ça. vois, du coup, et c'est vrai que ce qui peut me freiner, moi, c'est que pour voir ce qui est en train de se passer sur la saga Kering, tu vois, avec juste Gucci et Yves Saint Oui. Laurent, et quand tu vois que leur cours, il est en train d'arriver à la cave, bah, tu vois, moi, c'est toujours Oui, mes mais petites Kering, appréhensions. quantitativement, c'est dégueulasse. Tu vois. Oui, mais Enfin, dégueulasse, c'était c'est moins super, bon que Moncler. ouais, ah oui, large. Mais tu vois, c'était super bien à l'époque Covid, tu vois, Hmm. quand Gucci était en poupe, etc. Et en fait, Moncler ou Stone Island, si, je sais pas si c'est plus la tendance, tu vois, j'ai peur que, parce que je vois le cash qu'ils ont de côté. Alors, je regarde sur ton app, mais ouais, ils ont même pas 1 milliard de cash. Bon, bah, tu vois que niveau croissance, alors, ils sont passés de 123 millions en 2014 de cash à 1 milliard en 2023, ce qui est une super chose, parce qu'ils peuvent potentiellement racheter un concurrent. Bon, après, à 1 milliard, on va pas se mentir, ils vont pas acheter grand monde. Et par contre, ce que je regardais, c'était dans le fondamental. Toi, juste, il y a des choses qui te plaisent pas ou pas dans l'application? Il y a des points négatifs? Sur Moncler, Ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu l'achètes pas? moi, Moncler, la seule chose qui pourrait faire que je l'achète pas aujourd'hui, c'est deux points. Le fait que j'ai déjà trop de luxe en portefeuille avec LVMH et avec Hermès. Et que en plus, je suis à peu près, on va en reparler un peu après dans ce podcast, mais autant je suis satisfait de mon prix d'achat sur Hermès, autant je suis pas Ouais. du tout satisfait de mon prix d'achat sur LVMH. J'ai fait n'importe quoi sur LVMH. J'ai vraiment fait n'importe quoi pour le coup, mais bon, on apprend de ses erreurs, c'est comme ça. Et pour le coup, je me vois pas aujourd'hui prendre une action supplémentaire par rapport au luxe. Je suis satisfait avec LVMH et Hermès. Euh, donc moi déjà, c'est premier point, ça colle pas par rapport à mon portefeuille. Par contre, si vous avez un portefeuille qui aujourd'hui n'est pas du tout exposé au luxe, une petite position dans Moncler, tu vois, ça peut se défendre parce que Hmm. quantitativement, elle est très bien et elle est surtout décotée. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que ça rentre pas dans ma thèse d'investissement parce que le moat est petit. Donc Ouais. personnellement, je ne pourrais pas l'acheter à cause de ce point, tu vois, parce que je suis vraiment strict avec cette thèse d'investissement. Est-ce que le moat peut devenir grand à l'avenir? Je pense qu'elle a potentiellement le potentiel pour, parce que la marque est encore jeune en fait. 50 ans Bien sûr, d'existence, et puis 70 ans d'existence pour une marque de luxe, c'est rien du tout. 16 milliards de capitalisation, elle est encore en mid-cap, tu vois. Donc je Hmm. pense qu'elle peut largement, si elle fait pas n'importe quoi, si le management est bon, mais là, d'après ce que je vois, tu vois, il y a qu'à regarder ce qu'elle a fait ces dernières années. Le management a l'air d'être plutôt bon et Ouais, d'être derrière la boîte. ouais, tout à Donc fait. Puis tu vois, je pense qu'elle a de bons avenirs, elle ouais. a un bel avenir devant elle. Et elle a initié, tu Par vois, contre, c'est... des rachats avec Stone Island.
Et si elle continue à générer du cash et à racheter des marques de luxe, elle peut potentiellement se positionner comme un petit LVMH italien, tu vois. Ça peut être... Comme un petit LVMH italien, ouais, absolument. ça peut être Par contre, intéressant. c'est des actions en circulation. Tu vois, ce que je regardais, ils ont l'air de pas mal se rémunérer en actions. Parce que là, tu vois, la rémunération en actions, en 2016, on était à 5 millions. Et là, on est Ouais. passé à 39 millions. Donc, ils se font plaisir dans les rémunérations en actions. Et le rachat d'actions, bah, il y en a pas beaucoup. Et il y a un Non, il peu y de en a pas. dilution. Ouais, c'est ça Effectivement. qui me dérange, tu vois. Alors C'est la les dilution est actions en légère circulation. pour le coup. Mais effectivement, après, honnêtement, les rachats Ouais. d'actions, moi ça je l'ai vraiment Après, elle remarqué, est pas c'est ma- très américain. elle- Il y a Ouais, puis elle est quasiment pas pas de boîtes mature. européennes qui font des rachats d'actions. Enfin, en tout cas, moi Ouais. j'en connais pas beaucoup, hein. Non, mais elle verse un dividende. Oui, en général, les boîtes européennes sont plus côté dividende que rachat d'actions. C'est très très Mm. rare. C'est plutôt américain les rachats d'actions pour le coup, je trouve. Après, moi, Tu ça me verras dérange pas, pas. tu vois, les actions en circulation, comme quoi, moi, ça me dérange pas qu'elles augmentent un peu, parce que on est à 14 milliards de capitalisation, c'est une mid-cap, faut qu'elle ait plus de cash, faut qu'elle ait plus de capitaux Ouais, propres. Donc, moi, ça me dérange pas. Par contre, c'est vrai qu'à un moment, une fois qu'elle va arriver à sa phase de maturité, bon, faut peut-être en racheter, parce que sinon, bah, ça fait que détruire de la valeur pour les actionnaires. Bon, en tout cas, tout à Moncler, fait. intéressant, hein. Franchement, je m'étais jamais trop Ouais, penché dessus parce c'est que, pareil que ouais. toi, j'ai du LVMH à plus de 10% de mon portefeuille. J'ai Nike maintenant, tu vois, c'est pas du luxe, mais ça reste quand même dans le même esprit. Ça peut être sympa. Putain, quand je vois ça, j'ai envie d'en mettre, tu vois, mais Ouais, carrément. c'est Non, c'est une intéressant. action qui est intéressante. Donc, si vous n'êtes pas aussi intransigeant que nous, par exemple, sur la note de Morningstar sur le Moat, ou que vous n'avez pas du tout d'exposition au luxe, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est entre LVMH, Hermès et Moncler. Alors, Kering, oublie, hein, je pense que... Enfin, Ouais. personnellement, Oh, Kering, c'est chaud. je mettrais pas un euro dedans. Mais entre les trois qu'on a cités, Moncler est la plus sous-évaluée, j'ai l'impression, aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mm, Hermès est encore très cher. LVMH commence à être sur des prix très corrects. Mais Moncler, pour le coup, est vraiment décoté. mm. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux qu'on passe Euh... à... Ouais. Bah écoute, Tu veux qu'on passe à la seconde partie? je vois qu'on est déjà à 45 minutes de podcast. Donc les deux actions que j'ai enlevées de ma watchlist. On va commencer par la première qui est tout simplement BNP Paribas. J'étais jeune, j'étais insouciant, c'était le début de mon PEA, je voulais du gros dividende, je voulais du rendement. Alors je n'ai jamais été actionnaire de BNP Paribas, je l'ai eu dans ma watchlist pendant un petit moment, mais je l'ai enlevé tout simplement. Alors on va gagner un peu de temps sur la présentation de l'entreprise, hein. Je pense que tout le monde la connaît bien, tout le monde la situe. C'est une banque française. C'est la première banque française d'ailleurs en termes d'actifs et la seconde européenne. Elle est leader sur le marché français bancaire. Ses principaux secteurs vont être la banque de détail, de financement et d'investissement pour particuliers comme entreprise. Voilà, elle fait les deux. Alors je l'avais mis dans watchlist. Pourquoi? Parce qu'elle était leader française. Enfin c'était une banque, ouais voilà, leader français. Elle versait un beau dividende, parce qu'à la base, c'était ça ma stratégie, c'était les dividendes. Et elle était éligible au PEA. Et je voyais des méga investisseurs comme Papy Buffett en avoir plein en portefeuille. Alors pas du BNP Paribas, mais je voyais beaucoup d'investisseurs investir dans des bancaires, tu vois. Donc je me dis, bah, écoute, ils ont tous de la bancaire en portefeuille des assurances, pourquoi pas choisir la meilleure bancaire française et l'avoir aussi. Bon, sinon, pourquoi je l'ai enlevé? Et je vous dirai à la fin par quoi je l'ai remplacé. Alors la première raison, pour moi, et je le dis tout le temps, il faut comprendre l'entreprise. Il faut vraiment comprendre le business model, comprendre tout en fait avant de l'avoir en portefeuille. Et quand on se penche dans les documents de BNP Paribas, et plus particulièrement des bancaires, les documents sont complexes. Il y a beaucoup, beaucoup de termes spécifiques et propres aux banques, comme par exemple le ratio CET1, le ratio NSFR, qui mesure la rentabilité des sources de financement d'une banque à moyen terme, long terme, le ratio de couverture des prêts douteux. Tu vois, tout ça sont des termes ultra spécifiques et un investisseur, bah forcément, doit les comprendre. En tout cas, c'est beaucoup mieux pour éviter d'acheter du Lehman Brothers.
Personnellement, j'ai pas le temps de jouer le spécialiste et de lire 150 pages de compte d'une banque pour savoir si elle va bien ou pas, parce que forcément, si tu regardes les comptes d'une banque, tu vas avoir des milliards et des milliards et des milliards de partout. Mais en fait, tu te dis, attends, ces milliards, ils appartiennent à la Banque de France, ces milliards, ils appartiennent à eux, mais ils s'engagent pour ce pays-là. Tu vois, c'est vraiment très spécifique le fonctionnement d'une banque et même d'une assurance. Et justement, bah, comme dit le dicton, le temps c'est de l'argent. Alors je ne vais pas perdre mon temps, je ne perds plus mon temps sur des business qui vont être trop complexes à comprendre pour au final avoir un retour sur investissement moyen. Parce que à savoir que les banques, les pétrolières et l'automobile sont les secteurs qui affichent les moins bonnes performances en bourse sur le long terme. Elles ont Mhm. tendance à largement sous-performer le marché et bah, c'est ultra ultra cyclique. Donc Mhm. voilà, c'est ma première raison pourquoi j'évite les bancaires, et c'est pour ça que j'ai enlevé BNP Paribas. Tu veux rajouter un petit truc là-dessus? Ou j'enchaîne sur la deuxième raison? Moi, alors, je vais juste rajouter un petit point philosophique, personnellement, sur les banques. Enfin, philosophique, c'est un bien grand mot, plutôt un point économique. Sur le pourquoi, personnellement, je n'achèterai pas de banque. C'est parce que aujourd'hui, et notamment depuis la crise financière de 2008, et notamment au sein de l'Union européenne, en fait, les banques sont condamnées à ne pas être rentables. Pourquoi? Parce que les banques aujourd'hui ont l'obligation légale d'avoir un certain montant de leur actif en obligation d'État européen. Donc BNP Paribas, par exemple, va être obligé légalement d'avoir, je sais pas moi, 50-60%, j'ai pas les chiffres exacts à vous donner, en Non, mais c'est une obligation grosse partie, hein. d'État. Voilà, c'est une très très grosse partie en dette des pays européens. Le problème, c'est que en termes réels, donc c'est-à-dire hors inflation, les obligations d'État et notamment des États européens sous-performent l'inflation. Enfin, c'est-à-dire que le yield qu'offre une obligation française ou une obligation allemande est en dessous de l'inflation réelle. Alors évidemment, si vous regardez le chiffre du CPI, vous allez vous allez être biaisé parce que déjà le chiffre du CPI, donc de l'index à la consommation, est entre guillemets trafiqué, puisque ce sont les gouvernements qui les font et en général ils prennent ce qui les arrange dans le panier. Le CPI c'est calculé comme ça, vous prenez un panier de biens, voilà ce que Madame Michu, elle va au supermarché, ce qu'elle achète toutes les semaines, et vous regardez en fait l'évolution du prix de ce panier, je sais pas, en janvier et l'évolution en décembre, et ça vous calcule le taux d'inflation sur ce panier de biens. Mais si demain vous avez, j'en sais rien, moi, le saucisson Saint-Agur, Saint-Agur c'est un fromage ou un saucisson, j'en C'est sais le rien. fromage, ouais. Bref, vous avez le saucisson qui a triplé de prix sur l'année, bah, vous pouvez dire bon bah finalement Madame Michu, elle mange plus de saucisson, maintenant elle mange du steak de soja, tu vois. Un exemple à la con, mais un exemple qui n'est pas dénué de sens. Euh, donc en fait, le fait d'avoir un produit, un panier de biens et de retirer ou d'incorporer des produits dans ce panier en fonction de justement des envies politiques, ça fait que on truque et on fausse déjà l'index l'index de l'évolution des prix à la consommation. En plus de ça, l'immobilier n'est pas pris en compte dans l'inflation, et ça c'est quelque chose qui est absolument ça fausse complètement l'inflation parce que l'immobilier, avant d'être une réserve de valeur et avant d'être un actif quasi monétaire aujourd'hui, c'est avant tout un bien utile, et l'immobilier, historiquement, avant les années 70 en tout cas, n'avait pas de fonction monétaire et n'avait pas de premium monétaire lié à l'aspect réserve de valeur. Mais ça, c'est vraiment un sujet qu'on pourra aborder dans pas mal d'autres Ouais, ça peut être podcasts. intéressant. Mais tout ça pour vous dire que, les chiffres officiels de l'inflation sont sous-estimés. Parce que si vous regardez en fait la création monétaire, ce qui est la vraie mesure de l'inflation, c'est combien de nouvelles monnaies est créée tous les ans. On est plutôt autour des 6-7% par an depuis les années 70. C'est énorme. Et en plus de ça, non seulement les chiffres sont truqués, mais en plus, les taux d'intérêt des obligations d'État sont toujours inférieurs aux chiffres réels de l'inflation. Vous regardez, dernièrement, on a eu des chiffres d'inflation officiels de 7 à 8%. Pourtant, vous avez jamais vu les obligations, les taux directeurs de la Banque centrale dépasser les 5%. Je crois qu'en Europe, ils étaient à 4,5. Donc déjà, les taux officiels des obligations par rapport aux taux officiels de l'inflation qui sont déjà sous-estimés sont 2 fois moins élevés. Donc c'est-à-dire que si vous avez un taux d'inflation à 8% et que vous êtes obligé d'avoir des obligations d'État à 4%, bah en fait vous perdez 4% par an. 8 moins 4, ça fait 4. Donc en fait, sur le papier, mathématiquement, vous perdez 4% de capital par an. Et c'est encore pire que ça puisque les chiffres de l'inflation sont sous-estimés.
Donc, ce qui fait que toutes les institutions, que ce soit les assurances, les banques, les fonds de retraite, etc., qui sont obligés de détenir des obligations d'État légalement, perdent de l'argent, tout simplement. Tous les ans, elles perdent de l'argent puisque ces obligations d'État leur donnent moins d'argent que l'inflation. Donc en fait, elles saignent de l'argent tous les ans. Et pire que ça, vous avez vu pendant le Covid en 2020, les taux d'intérêt devenir négatifs en Europe. Enfin, Donc c'est là, une c'est aberration terrible. économique, c'est du non-sens total. Et ça fait que des taux d'obligation négatifs, ça fait perdre, là pour le coup, ça fait directement perdre de l'argent à tous ceux qui détiennent des obligations. Donc on Mm. a des banques qui sont obligées de détenir des obligations pourries, qui n'ont aucun rendement et qui, en plus en termes réels, moins l'inflation, ont des rendements négatifs. Donc les banques perdent de l'argent et c'est Ça pour ça que commence à vous faire beaucoup, avez ouais. voilà, et c'est pour ça que vous avez une sous-performance des bancaires européennes depuis 2008 par rapport aux bancaires américaines, par exemple, parce que les bancaires américaines ne sont pas soumises aux mêmes régulations. Et déjà, les obligations d'État américaines rapportent plus, et en plus de ça, elles n'ont pas les mêmes montants, elles sont pas obligées d'avoir les mêmes montants d'obligations sur leur bilan. Ce qui fait que si vous Ah, regardez puis n'importe... même, c'est plus solide. C'est plus Oui, solide exactement. d'investir sur des obligations, comment dire, sur des obligations américaines, donc 100% américaines, que sur des actions européennes, donc des Ouais, obligations où tu vas mettre un peu d'Hongrie, un peu de pays, voilà. tout à fait. Bon, Et voilà. je vous mets au défi, tous ceux qui écoutent ce podcast, vous prenez n'importe quelle banque européenne, vous regardez son cours de bourse sur 20 ans et vous allez voir que depuis 2008, il est plat. Je vous mets au défi. Absolument. N'importe quelle banque. N'importe quelle banque. Alors, pour rebondir là-dessus, deuxième raison. Deuxième raison pourquoi j'ai enlevé BNP Paribas de ma watchlist. Parlons du secteur qui a tendance à plutôt me refroidir. On en a parlé juste avant, t'en as parlé Hugo, du fait de son risque élevé. Moi, ce que je fais quand j'achète une action ou quand j'analyse une action, c'est toujours alors, même s'il faut pas regarder que le passé, c'est quand même un bon indicateur. Quand vous achetez une entreprise, essayez de regarder comment elle s'est comportée en phase de crise. Bon, j'ai pris quand j'étais né, hein, donc j'ai pris 2008 et 2020. J'ai pas été peau de vache à remonter en 70, crise pétrolière, etc. Juste 2008 et 2020. Bon là, la conclusion, elle est très rapide. En fait, c'est que le cours de BNP Paribas n'a jamais dépassé celui de 2007. Tu vois. Donc en fait, elle a eu le plus haut de 2007, elle l'a plus jamais retrouvé. Bon là, tu sais que si ton argent, à tout moment, il peut partir comme neige au soleil. Il y a un risque de liquidité si BNP n'arrive plus à, en phase de crise, à honorer les retraits ou les obligations, bah, c'est automatiquement la faillite. Chose qui est vraiment très compliquée parce que tu vois des entreprises comme Nike, etc. Tu peux rebondir. Les bancaires, c'est tellement étatique, c'est tellement géré en fait par les États et les banques centrales que il y a un pépin, elles en prennent plein la tête tout de suite. Et on peut prendre exemple en 2023 avec la Silicon Valley Bank qui a mis la clé sous la porte en même pas un week-end parce qu'il y a eu un mouvement de panique. Tous les gens sont allés retirer l'argent de la Silicon Valley Bank et elle a fermé la clé sous la porte. Il faut pas oublier que si une grosse banque tousse, eh ben une banque plus petite sera dans le coma. Le meilleur exemple reste celui de 2008 où la faillite de Lehman Brothers, donc une des plus vieilles, parce qu'elle date de 1800 et quelques, elle datait plutôt, donc une des plus vieilles et réputées institutions du monde, allait embarquer Merrill Lynch, Morgan Stanley, donc des banques, enfin des mastodontes réellement, de, des banques. Et même la Société Générale, pour vous dire, donc ce qui s'est passé en Amérique, ça a failli défoncer la Société Générale et forcément bah, BNP. Si les États et les banques centrales, comme tu disais tout à l'heure, n'étaient pas intervenus, tout ça, à mon avis, c'était la clé sous la porte. Et forcément, bah, toutes nos économies aussi, c'est ça. Toutes nos économies parties en fumée. Ouais, Voilà les deux mais raisons pourquoi je n'ai pas de bancaire en portefeuille et je ne compte pas ouais. acheter de banque Et c'est de un... sitôt. Ouais. Je vais vous donner quelques solutions alternatives. Voilà. Donc, si vous voulez acheter des banques, bah, moi, ce que je vous déconseille tout simplement, et essayez de vous tourner sur d'autres solutions. Par exemple, des choses qui sont très en rapport avec la banque, avec la finance, avec tout le milieu financier. Il va y avoir des agences de notation. Moody's, S&P Global, qui sont des entreprises excellentes, mieux notées, moins risquées, avec une meilleure croissance. Voilà. Les agences de notation, ça peut être sympa. Alors, il y en a trois, hein. Il y en a trois grandes, c'est Fitch, Moody's, S&P Global. Il n'y a que Moody's et S&P Global qui sont disponibles en bourse. Il va y avoir des sociétés de données financières, MSCI,
Asset Research. Vous pouvez acheter ça. C'est beaucoup moins risqué d'acheter MSCI que Société Générale. Croyez-moi, j'ai fait la bêtise d'acheter Société Générale au lieu d'MSCI par exemple. Bon, j'ai revendu pas à perte, mais à l'équilibre. Donc, j'ai perdu du temps. Pour le coup, j'ai juste perdu du temps et de l'argent parce que l'inflation continue d'arriver. Voilà. Donc, les agences de notation, des sociétés de données financières et même des places de cotation. Moi, personnellement, j'ai déjà Euronext en portefeuille, mais vous pouvez acheter du London Stock Exchange, par exemple, c'est une bonne idée, du Du Dutch Nasdaq, Bourse. du Dutch Board, par exemple, que tu as en portefeuille, tu vois. Donc, ce sont des petites solutions alternatives que je vous Et recommande et de toute sans façon, oublier ouais, les sociétés de cartes de crédit, Visa, Mastercard. et les sociétés de carte de crédit. Ouais, alors j'ai hésité à les mettre, mais tu sais, ça me fait plus penser à de la finance tech, etc. Tu vois, alors que Ouais, bon, c'est un peu un Moody's, mix S&P entre la finance et Global, la tech, effectivement. tu vois. Mais Mais là, tu vois, ouais. mais c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Tu regardes Visa ou Mastercard ou MSCI, Moody's, par rapport à Société Générale, mais même JP Morgan, voire des mastodontes. Tu as quand même un risque qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grand. Ouais, Voilà. parce que n'oubliez pas, les amis, que en 2008, ce qui s'est passé, c'est que les États ont sauvé les banques en imprimant de l'argent. Ce qui fait qu'en fait, tout simplement, comment ils ont sauvé les banques? Ils ont imprimé de l'argent et ils l'ont filé à ces banques pour pas qu'elles fassent faillite. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il se passe que tous ceux qui détiennent de l'argent, donc tous ceux qui détenaient des euros ou des dollars, bah, sont devenus en fait en termes réels plus pauvres, puisque si vous créez des nouveaux euros ou des nouveaux dollars pour les donner aux banques, en quelque sorte, c'est comme si on vous les prenait à vous, qui détenez des euros ou des dollars, pour les donner à ces banques-là, pour les sauver. C'est juste un transfert de richesse, l'inflation. C'est ça qu'il faut Bah, pas plus il y en a, oublier. moins ça vaut cher. Ça, c'est comme Exactement. les Plus il actions y en en a, circulation moins ça vaut cher. dans une entreprise. Exactement. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le nouvel argent que vous créez pour donner à X ou Y personnes, c'est de l'argent qui est directement pris de tous les détenteurs actuels de cet argent. C'est comme une action. Aujourd'hui, tous les actionnaires d'une entreprise, s'ils possèdent des nouvelles actions, si l'entreprise émet les nouvelles actions pour les donner à X ou Y personnes, eh bien, cette X ou Y personne qui reçoit les nouvelles actions, elle est contente parce que là, elle a eu des actions gratuites. Mais tous ceux qui détenaient déjà des actions se sont fait voler, en quelque sorte, des actions, eux, puisqu'ils se sont fait diluer. C'est exactement le même principe avec l'argent. Donc n'oubliez pas que l'État ne sera pas toujours là pour sauver les banques et que la planche à billets, ça va bien pendant 70 ans, en l'occurrence maintenant on a 50 ans, mais que ça ne sera pas toujours possible, tout simplement parce que l'inflation finira par détruire absolument toute la richesse de nos États. On n'est pas pessimiste, hein, les amis. Il faut pas croire qu'on est pessimiste parce que Non, sinon pas du tout. on serait pas en bourse, on n'investirait pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, faut se rendre compte que la finance dans laquelle on évolue est de plus en plus mal gérée. Il faut se rendre compte que les États, en tout cas particulièrement français, est mal géré. Donc, forcément, ça peut poser problème à un Mm. moment. La finance, c'est très important dans les entreprises, mais c'est aussi très important, l'argent, tu vois, pas la finance, mais l'argent dans les États, hein. C'est ce qui régit un État. En ce moment, il est mal géré en France, hein. Macron, tu as vu, il a voulu faire encore une cérémonie de fin pour les JO, les JO, pas pour les handicapés, mais je sais plus Paralympique. comment ils disent. Ouais, paralympique. Et ça coûte 5 millions. Voilà, ça coûte 5 millions pour une après-midi. Ça a coûté 5 millions. Est-ce que c'était vraiment le truc, alors qu'il y a déjà eu une cérémonie de fin, de clôture, est-ce que ça valait vraiment le coup? Je sais pas. Surtout Ouais. quand on a plus de 3000 milliards de dettes. Voilà, je pense qu'on pouvait un peu couper dans le budget, chose qu'on sait déjà que les JO, ça a plus coûté que rapporté. Et je pense que les chiffres, bien évidemment, sont biaisés, heureusement, Mm. pour l'État. C'était Mais ma petite analyse étatique. et rappelez-vous, il y a un célèbre dicton anglais, There is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit, ça n'existe pas. Donc quand vous entendez, je sais pas moi, des politiques ou même, enfin n'importe qui dire qu'il va imprimer de l'argent pour s'endetter ou imprimer de l'argent pour rembourser sa dette ou imprimer de l'argent pour sauver les banques, ce qui est en vérité ce qui se passe et ce qui s'est passé en 2008, ce qui s'est passé en 2020 et ce qui se passe depuis globalement 1914. À chaque fois que vous entendez quelqu'un vous parler d'argent gratuit, entre guillemets, sachez que ça n'existe pas.
et que à chaque fois que de l'argent est Bien imprimé, sûr. c'est votre argent à vous qui perd de sa valeur. Bien sûr. C'est des Mais choses, vous c'est ne vraiment vous en des rendez concepts pas compte. importants. Mm. C'est vraiment des concepts importants à savoir et même à y réfléchir et à lire. Par exemple, quand des partis politiques, je vais pas les citer, mais pour citer Mélenchon, quand il a dit j'annule, si je suis au pouvoir, je vais annuler les dettes. Voilà, en fait, tu peux pas annuler 3000 milliards de dettes, tu peux pas annuler 1000 milliards de dettes françaises. Si tu fais ça, demain, on est l'Argentine, tu vois. Donc, faut pas non plus croire ce que dit tout le monde. Il parle à un électorat, le but, c'est d'avoir des votes, parce que lui, bah, il mange enfin, on vit pas dans la même cour, tu vois. Il mange au Sénat, il boit du Pétrus, tu vois. Toi, on n'a pas la même semaine. Donc, faites attention à ce que les politiques disent. Instruisez-vous. Voilà, surtout instruisez-vous. Bon, c'était juste pour dire ça. Sinon, Hugo, tu veux pas nous présenter ta petite action Effectivement, que t'as enlevée, du coup? alors que j'ai enlevé de ma watchlist, effectivement, ça fait longtemps que je l'ai enlevé dans ma watchlist et qui va bientôt dégager de mon portefeuille aussi. Moi, il s'agit Ah ouais? de Ah oui! Dassault Systèmes, la première entreprise que j'ai enlevée de ma watchlist. Je l'ai enlevée il y a pas mal de temps déjà, et elle va dégager de mon portefeuille, je vais la revendre, mais tu sais que je me suis fixé une contrainte pour pas faire n'importe quoi, je me suis fixé 1 an de détention minimum, donc là j'ai la date sous les yeux, je l'ai acheté au 15 novembre 2023, donc au 15 novembre 2024, je revends ma position sur Dassault Systèmes et j'espère que mon PEA sera chez Interactive Broker d'ici là, je pense, pour pouvoir le faire. Mais bref, Dassault Systèmes, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, je l'ai acheté beaucoup trop cher, mais ça, on va revenir sur ce point un peu plus tard. Et surtout, je me suis précipité puisque j'ai fait exactement l'inverse que ce que je dis dans mes vidéos, c'est-à-dire que j'ai été biaisé par le PEA, puisque au moment où j'ai sélectionné Dassault Systèmes, je voulais absolument trouver des entreprises de qualité pour PEA. Ce qui fait que j'ai été biaisé par le PEA et Dassault Systèmes étant entre guillemets la moins pire des actions européennes qui a été disponible, je l'ai sélectionné. Mais c'est pas parce que c'est la moins pire des actions européennes que ça en fait une bonne action. Pour vous donner quelques exemples de pourquoi Dassault Systèmes est en fait beaucoup moins bien qu'il n'y paraît, et la morale de l'histoire, c'est aussi qu'il y a beaucoup moins d'actions de qualité disponibles en Europe que ça, en fait. Il y a pas beaucoup. Pas beaucoup, franchement, ça se compte, il y en a moins d'une dizaine d'actions qui valent Je vraiment le pense, coup ouais. en Europe. Mais si on regarde en fait sur l'application IQ Invest, toujours bien évidemment, Dassault Systèmes sur 30 ans. Si on regarde Dassault Systèmes sur 30 ans, on voit que les revenus sont plutôt croissants, hein. Si on regarde que les revenus Dassault Systèmes, tout va bien, la croissance est à peu près au rendez-vous. D'ailleurs, si on regarde la croissance, on a eu 10% de croissance du CA sur les 10 dernières années, 18% des EPS et 13% des free cash flow. Là, tu vois, déjà, quand on regarde les free cash flow, on dit, tiens, il y a peut-être un problème, parce que les free cash flow croient moins vite que les EPS, et on n'a pas un écart énorme entre les free cash flow et le CA. On peut voir que les marges sont plutôt correctes, et en fait, sur le papier, à part les retours sur capitaux qui sont de 9% sur 10 ans, donc qui est plutôt très faible, on n'a pas trop de problèmes en regardant à première vue. Mais si on se met sur 30 ans, c'est là que le bas blesse. Puisque Dassault Systèmes, en 2004, c'était une marge opérationnelle de 28%. En 2014, de 18%. Et en 2024, de 21%. Donc, ce qui fait que on a perdu 7 points de marge opérationnelle entre 2004 et 2024, en 20 ans, et on a également perdu des points de marge brute, puisqu'en 2004 on était à 84% de marge brute, on est aujourd'hui à 77%. La marge free cash flow également a pris un coup. En 2004 on était à 22% de marge free cash flow, aujourd'hui on est à... Ah non, pardon, la marge free cash flow elle est stable, 22%, on est à 23% aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que la marge brute et la marge opérationnelle ont perdu respectivement 7 et 7 points. Donc en fait, les deux ont perdu 7 points. Et 7 points de marge, on peut le dire comme ça que c'est pas énorme, mais 7 points de marge en 20 ans, c'est beaucoup, parce que ça veut dire que l'entreprise, potentiellement, perd de son pricing power, puisque la marge brute, ça veut tout dire, hein. C'est tout simplement à combien est-ce qu'elle est... Elle peut vendre ses produits, en fait, à combien est-ce qu'elle peut pricer ses produits par rapport au coût de fabrication de ses produits.
en sachant que Dassault Systèmes ne vend pas des voitures. Tu vois, Dassault Systèmes, ça vend des logiciels. Ouais, Donc a priori, elle a bien des sûr. coûts de production qui sont très très faibles. Et en plus de ça, entre 2004 et aujourd'hui, elle a basculé sur un modèle SaaS, Software as a Service par abonnement. Elle a de plus en plus de revenus récurrents versus en 2004 où elle vendait ses logiciels par licence. Ce qui fait qu'elle est censée, en Ouais. théorie, avoir beaucoup plus de pricing power aujourd'hui qu'en 2004, puisque elle vend plus ses logiciels sur des vieux CD tout pourris, elle vend ses logiciels par abonnement sur un modèle SaaS. Or, c'est pas le cas, puisqu'on voit que les marges ont diminué. Mais ça s'arrête pas là, si on regarde les retours sur capitaux, on avait un ROIC en 2004 de 18%, il est aujourd'hui de 9%. Il a été divisé par 2, le ROIC. Les retours sur free cash flow étaient de 22% en 2004, ils sont aujourd'hui de 12%. Ils ont perdu Ah, c'est pas 10%. top, là. Même le ROE était de 20% en 2004, il est aujourd'hui de 13%. On a vraiment une diminution en 20 ans des retours sur capitaux, alors que pourtant, Dassault Systèmes est passé sur un modèle SaaS qui est censé être plus avantageux qu'un modèle d'abonnement, qu'un modèle de vente de logiciels par licence. Et ça s'arrête pas là, si on regarde les actions en circulation, elles sont en constante augmentation. Et il y avait 1129 millions d'actions en circulation en 2004, il y en a aujourd'hui 1315 millions, soit 200 millions d'actions en plus. Les dettes ont également explosé en 2019. En 2019, on avait un ratio dette sur EBITDA de 4, et il est toujours aujourd'hui à 1,9, ce qui n'est pas rien. Ça va, en vrai, 1,9, faut juste pas que ça augmente. Moi, je pars du Non, principe, bon, en dessous de 3, mais ça va. 3, faut vraiment qu'elle soit exceptionnelle, la boîte. pour Au-dessus de moi, 3, je veux même pour pas une en entendre entreprise de parler. logiciels, c'est beaucoup trop. Je vois pas pourquoi Dassault Systèmes Elle a aurait combien en besoin de CapEx? s'endetter. Capex, elle a aujourd'hui 9% de Capex par rapport à son operating cash flow, donc voilà. En fait, Et ça ce sont s'arrête pas des là. axes. Ouais, ouais, faut regarder. Mais c'est Ça s'arrête pas particulier quand même, là. parce que si c'est une boîte de tech, elle est pas censée avoir des chiffres comme ça. Non. Et ça s'arrête pas là, puisque les dividendes ont été coupés, en tout cas réduits, pas moins de 4 fois sur les 10 dernières années. En 2013, en 2017, en 2018 et en 2021. 4 années où les dividendes ont été non pas coupés, mais réduits. Et ça, c'est extrêmement négatif aussi, en termes de perception de l'entreprise. Donc voilà, c'est une entreprise, si on regarde de loin, elle a l'air très bien, mais quand on regarde d'un peu plus près les chiffres sur le long terme, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une entreprise qui perd son avantage compétitif, c'est une entreprise qui perd son pricing power, qui malgré un basculement sur des logiciels SaaS n'arrive pas à améliorer ses marges, qui est constamment en train de diminuer ses marges, qui a des retours sur capitaux qui diminuent, qui a des dettes qui augmentent, qui a des actions en circulation qui augmentent, et qui a coupé 4 fois son dividende en 10 ans. Ça fait beaucoup de red flags, ça fait beaucoup là. de red flags. Donc pour moi, Dassault Systèmes aujourd'hui, c'est un non catégorique. Je suis sûr et certain que je vais la vendre. D'autant que, comme je l'ai dit au début, c'est une entreprise que j'ai payé 1000 fois trop cher. Je l'ai acheté, j'ai un PRU aujourd'hui de 43 € sur Dassault Systèmes. Soit ça veut dire que je l'ai acheté avec un price to free cash flow de 39, de presque 40. C'est ridicule, hein, honnêtement, j'ai fait n'importe quoi. Et vous vous doutez bien, j'ai fait mon petit forward free cash flow. Et avec mon PRU actuel sur l'entreprise, j'ai un CAGR estimé sur les 5 prochaines années de moins 1%. Tout simplement, en fait, je perds de l'argent avec mon PRU actuel sur cette entreprise. Donc ça sert à rien de l'avoir, donc je vais clairement la revendre dès que je peux, donc c'est-à-dire le 15 novembre. Et j'ai pris des hypothèses de croissance pour tout ça assez modeste, parce que je suis peu convaincu du potentiel de croissance de Dassault Systèmes maintenant, et on le voit, sa croissance est au ralenti ces derniers temps. J'ai prévu 8% de croissance par an des free cash flow par action, et un price to free cash flow terminal de 25, en sachant qu'on est aujourd'hui à 31,96. Donc voilà, ça nous amène à un CAGR négatif. Et pour vous dire, pour avoir un CAGR intéressant de plus de 12% par an, il faudrait payer aujourd'hui l'entreprise 22 €. 22 €, elle est à 36, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de différence. Donc c'est une entreprise qui a beaucoup de problèmes, qui visiblement perd son avantage compétitif et son pricing power, et qui est 1000 fois trop cher par rapport à ce qu'elle vaut et par rapport à ses perspectives de croissance. Encore une fois, c'est mon avis, je peux me tromper.
Je peux me tromper, mais je préfère ne pas prendre le risque et revendre ma position dès que je pourrai le 15 novembre. Voilà, pour Dassault Non, Systèmes. mais t'as raison, ouais. C'est vraiment bizarre parce qu'elle augmente vraiment son nombre d'actions, alors que normalement, c'est une entreprise qui devrait être pas mature, mais en tout cas vraiment bien établie parce qu'elle est là depuis quand même pas mal de temps. Elle fait pas non plus des acquisitions à des milliards d'euros, donc c'est bizarre Ouais. qu'il y ait de la dilution, c'est bizarre que elle évolue dans un... Ouais, moi je pense que c'est vraiment un problème pas de son logiciel, mais de son business model. À mon avis, elle se fait découper par les concurrents. Je pense que c'est ça. Parce que C'est là, fort tu vois, probable, sur puis elle doit cette se faire année, découper par les Américains surtout. depuis le début de l'année, on est à moins 16% sur son cours d'action. Après, on s'en fout du cours d'action, mais moi, c'est surtout ce que tu m'as dit par rapport à ses marges. Mm. Les marges qui baissent, ça veut tout dire, hein. Mm. C'est quand on dit que les marges, on vise des marges vraiment hautes, élevées, même en croissance, quand c'est génial. Nous, c'est ce qu'on cherche, mais à contrario, parce que ça veut dire beaucoup, mais à contrario aussi, des marges qui descendent et qui régressent, ça veut dire tout son contraire, hein. Et Ça puis va dans voilà, un puis sens, tu ça vois, va dans l'autre. c'est une entreprise de logiciels, je le rappelle, c'est une entreprise tech qui vend des logiciels, donc elle devrait pas avoir beaucoup de coûts, elle devrait pas avoir beaucoup de capex. Et si on compare, alors c'est des logiciels différents, bien sûr, mais si on compare Dassault Systèmes à une autre entreprise que j'ai en portefeuille qui fait purement et que des logiciels, c'est-à-dire Intuit, on a des chiffres qui sont complètement différents. Intuit au niveau des marges, on a une marge opérationnelle plus élevée, mais non pas forcément, on est autour des 20% aussi. Donc tu vois, je dis, ça dépend. Ça dépend. Dans Intuit, a des marges opérationnelles relativement similaires. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre comme entreprise de logiciels qu'on pourrait comparer si on va dans les concurrents de ce système. SAP, non, SAP, ça va être éclaté à mon avis. SAP, c'est pas mal, hein, quantitativement, je crois, de mémoire. Tu trouves ça a quoi comme marge opérationnelle SAP? Tu vois, ça a 21%, on est dans les 20% aussi. Salesforce, on est aussi dans les Ouais. 20%. Non, écoute, on est toujours à peu près autour des Non, 20% ouais, sur ça les... arrive. Bon, ouais. Bon, en tout cas, Écoute, t'en en es tout pas cas, content depuis que tu l'as en portefeuille, hein. j'en suis pas content. Quoi qu'il arrive, c'est une entreprise que j'ai achetée trop cher et quoi qu'il arrive, je pense qu'elle est 1000 fois trop chère aujourd'hui par rapport à ce qu'elle vaut et par rapport à Hmm. ses perspectives de croissance à l'avenir. D'autant que l'IA pourrait lui faire mal. Ok. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, si tu veux que je te réponde, non, c'est pas prévu que je l'achète. Même à 22 euros. Non, c'est pas trop une entreprise. Je pense que vraiment en action qualité, je pense que j'ai vraiment ratissé large. Et soit je les ai en portefeuille, soit tu les as en portefeuille, tu vois, t'as du L'Oréal, t'as du ASML. Euh, Ouais. Il y en a pas Ouais, non, mais 800, en Europe, de honnêtement, toute façon, il y en a pas des 40 000 vraies des actions entreprises de qualité, il y en qualité. a pas que, ouais. Franchement, t'en as une bonne quinzaine, je pense, et après, faut même plus. Encore Et 15, t'es après, t'as généreux. vraiment un Hein. gros gap. Bon, les amis, je vais vous présenter la dernière action que j'ai enlevée de ma watchlist, et c'est Sanofi. Sanofi, je pense que vous connaissez à peu près, vous vous situez, surtout si vous êtes des investisseurs PEA. Donc, c'est un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Ses activités principales sont la recherche et développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments, comme le Duxipent et le Doliprane, hein, qui est bien connu, et de vaccins et de différents produits de santé divers et variés. Elle est présente dans plus de 100 pays et a dégagé un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars en 2023, ce qui fait vraiment un mastodonte de l'industrie pharmaceutique. Alors, je l'avais mis en watchlist. Pourquoi? Parce qu'elle était leader européen, voire même mondial pour certains produits. Elle était éligible au PEA et je n'étais pas du tout exposé à cette industrie. Donc voilà, on avait connu le Covid, etc. Donc je me dis, ouais, la santé, ça a quand même du bon à avoir en portefeuille. Bon, pas du tout en fait. Alors Ça dépend la quoi. première raison, Si t'avais acheté du oh, Novo Nordisk à la place, t'aurais été très bien. bien sûr, mais en fait, on va voir que Novo Nordisk peut très bien se faire disrupter assez vite dans quelques années. Bon, on va voir ça juste après. Pourquoi j'ai enlevé Sanofi de ma watchlist? Première raison. Eh ben, vous le savez, si je ne comprends pas le business model, c'est comme BNP Paribas, les produits ou services que peut vendre une société, bah, je n'investis pas dedans. Forcément, j'ai fait l'erreur d'en devenir actionnaire parce que oui, j'ai déjà été actionnaire de Sanofi. L'année dernière, quand elle touchait ses points bas, j'avais acheté, je pense, courant 80 euros.
Et comme tout investisseur qui se respecte, bah, je suivais l'entreprise, hein, donc les résultats, les calls et les transcripts qui sont en français, donc c'est quand même un plus. Et je n'y comprenais pas grand-chose. Entre concevoir, fabriquer et pouvoir commercialiser un produit, il peut se passer plus de 10 ans. Le médicament va passer des essais cliniques avec notamment une phase 1, phase 2, phase 3. Si elle en rate une, et ben là, hop, le cours de bourse, il chute. Parce que du coup, forcément, ils vont te dire oui, le Duxipent, enfin, ils vont pas te dire des mots comme ça va être encore plus compliqué. Il a loupé la phase 2 sur un échantillon de... En gros, vraiment, tu comprends rien, hein. Si t'as pas fait biotechnologie, t'es mort. Il va y avoir ensuite une AMM, donc la fameuse demande d'autorisation de mise sur le marché. Là aussi, si un pays refuse, bah, ça peut faire effet boule de neige. D'autres pays peuvent faire de même, donc c'est-à-dire refuser ou retarder la mise sur le marché d'un médicament. Et bien évidemment, bah, attention, si la conception elle est annulée ou reportée, car les résultats ne sont pas au top, bah, Sanofi ou même Eli Lilly ou un autre concurrent, un autre confrère, peut perdre des millions, voire des centaines de millions d'euros. Bien évidemment, si comme moi, vous avez jamais trop suivi les cours d'SVT ou de physique au lycée, bah forcément de décrypter les annonces d'entreprises pharmaceutiques, ça peut être très très compliqué. J'en ai fait les frais. Honnêtement, je vous invite vraiment bah, à aller voir des transcripts de Sanofi ou même de confrères divers et variés, mais dans ce secteur-là, c'est vraiment pas évident, surtout quand en fait le cours de bourse va chuter quand il y a des mauvaises annonces sur les médicaments, notamment phase 1, phase 2, phase 3. Là, bon courage pour décrypter pourquoi. C'est vraiment, enfin, j'ai du mal à comprendre. Et la deuxième raison de pourquoi j'ai enlevé Sanofi de ma watchlist, alors moi personnellement, j'ai pas de problème avec Sanofi directement, c'est plutôt avec son secteur. Honnêtement, je pense que si on n'a pas le pied dedans ou un gros bagage de connaissances dans le médical, vaut mieux passer sa route. La réglementation, elle est ultra stricte. La santé, c'est pas, tu vois, c'est pas Nike, c'est pas des habits, hein. En 2020, par exemple, Sanofi a dû suspendre des essais cliniques pour un traitement contre le cancer. Là, les actionnaires, ils ont pris peur. Ils se sont pris, enfin, le cours de bourse a pris une super baffe parce que bah, les résultats n'étaient pas là, tout simplement. Il y a aussi des expirations de brevets. Voilà, et on va en reparler. C'est ça, je pense que, à mon avis, tu vas avoir un Novo Nordisk, ça peut arriver dans certaines années, dans une dizaine d'années, ça va faire mal. Les expirations de brevets. Par exemple, en 2019, le brevet de Lantus, donc le médicament contre le diabète, ça te fait pas penser à quelque chose, justement? Le médicament contre le diabète a expiré et les ventes de Sanofi avaient chuté de 20%. Forcément, hein, si il y a une chute de 20%, les marges, je peux te dire qu'elles sont bien diminuées aussi. Et les marges dans la enfin dans le milieu pharmaceutique, elles sont moyennes, élevées, on va dire, mais ça peut faire mal. Surtout que, je vais pas en reparler là, mais dans ce milieu-là, le capex est très important parce que forcément, toucher une molécule avec, je sais pas, avec une autre molécule, c'est pas assembler deux boulons, tu vois. Donc c'est vraiment des gros investissements capex. Donc quand ça ne fonctionne pas, ça fait mal. C'est un secteur qui est très concurrentiel, hein. Par exemple, dans le domaine de l'insuline à action prolongée, donc le Duxipent, dans le Lantus et bah, ce que propose l'Ozempic, je crois, c'est ça, de Novo Nordisk, et de celui de Eli Lilly. Donc l'insuline à action prolongée, ça sert aux personnes souffrant de diabète. Et Sanofi bah, était le leader mondial avant 2015 avec son Lantus. Et c'est là où tu vas voir. Bon, honnêtement, Novo Nordisk, c'est cher payé pour ce que c'est en ce moment. Alors c'était bien, maintenant c'est beaucoup trop cher. On va partir du principe que Lantus était bah, le Ozempic de Novo Nordisk. Ça avait des parts de marché de 80%. Le brevet, il expire. Et entre 2016 et 2019, les parts de marché chutent de 80% à 50%. Bon, autant te dire que ça prend 30 points de différence en quelques années, tu vois. Et en 2024, bah, c'est Novo Nordisk et Eli Lilly qui sont passés leaders mondial sur ce marché. Et Sanofi est passé donc de 80% de part de marché à 20% de part de marché. Voilà. Donc ça peut très bien faire l'inverse, hein. Quand Novo Nordisk, son produit arrivera sur le domaine public, donc quand ces brevets auront expiré, eh ben, c'est très fort probable que ces parts de marché qui sont aujourd'hui extrêmement élevées tomberont à 20%. Voilà, donc moi, c'est quand même un secteur qui me fait flipper, honnêtement, donc je passe vraiment
à côté de ça, et je ne veux plus investir dans du pharmaceutique. Je n'investirai plus dans du pharmaceutique, ça c'est sûr. En solution alternative, qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors c'est un peu différent, mais c'est quand même moins risqué selon moi. C'est régulé, c'est régulable, mais par contre les free cash flow, enfin les cash flows que ça dégage, on est vraiment sur un autre niveau. C'est l'assureur américain de santé United Health, tu vois. On est dans la santé, mais c'est de l'assureur américain. Tu vois, c'est une mutuelle vraiment basée sur la santé. Le business, il est plus prévisible forcément, parce que c'est des abonnements, enfin c'est des cotisations. Les marges sont quand même meilleures et c'est une véritable machine à cash. Tu vois, quand Sanofi va dégager peut-être 2-3 milliards de free cash flow, l'assureur américain, enfin United Health, va en dégager peut-être 100 milliards de free cash flow. Tu vois, c'est incomparable. C'est une machine à fric, c'est une machine à cash. On est dans la santé, mais moi j'investis plus dans des pharmaceutiques, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tout Voilà, à c'était fait. la, Tu parlais la d'United raison. Health. Moi, il y a une entreprise que j'ai analysée dernièrement que je trouve extrêmement intéressante dans la santé, c'est Zoetis. Parce Oui. que même si elle est aujourd'hui un poil trop chère, pour le coup, c'est un business model qui est extrêmement intéressant. Et tu vois, si je devais... Novo Nordisk est toujours dans ma watchlist, mais je suis pas sûr de me positionner un jour dessus, parce que je la trouverais toujours trop chère, je pense. Et comme tu l'as dit, c'est une entreprise qui peut se faire disrupter assez facilement. Et ces ventes sont soumises... bah déjà, il y a Eli Lilly qui arrive dur sur le marché, et surtout sont soumises aux régulations, puisque, étant donné que ça touche les humains, forcément les États, et notamment Medicare aux États-Unis, fait pression pour diminuer le prix des médicaments. Donc ça impacte les marges à la baisse. Versus Zoetis, qui est positionné sur les médicaments pour animaux, que ce soit animaux de compagnie, ça représente à peu près 60% de son chiffre d'affaires, ou animaux d'élevage, ça représente à peu près 40%. Et ben du coup, le fait d'être positionné sur les animaux, ça fait que déjà il y a beaucoup moins de concurrence. Zoetis est le leader incontesté du marché. Et il y a moins de régulation, les tests sont moins drastiques, tu vois, c'est moins grave entre guillemets d'avoir un médicament mauvais pour les Ouais, animaux sur que un mauvais chat pour que les humains. sur. Voilà. Ouais. Et surtout, bah, il n'y a pas cette pression sur les prix, parce que bah, chez ton veto, ton médicament, tu l'achètes et puis basta, quoi. Il n'y a pas Medicare, il n'y a pas la Sécu, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de mutuelle pour les animaux. Enfin, si, je crois que tu peux acheter une mutuelle pour tes animaux Si, de si, il y a une compagnie. assurance vie. Il y a une assurance vie Ah ouais. sur les cheveux. Ouais. Puis voilà, c'est un business model que je trouve extrêmement intéressant, et en plus de ça, c'est dans l'air du temps. Tu vois, on sait que les gens font de moins en moins d'enfants, il y a de plus en plus Bien de sûr. couples qui prennent des chats, des chiens, tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment positionné sur des tendances séculaires. C'est là pour durer, et si tu veux jouer le marché des femmes célibataires, je pense que c'est un bon, Ouais, non, non, mais c'est moi une bonne honnêtement, j'investirais entreprise beaucoup. J'ai pour les regardé femmes ton analyse célibataires avec un d'action. chat, tu vois. J'ai regardé ton analyse d'action sur Zoetis et honnêtement, bah, je connaissais pas la boîte parce que bon, c'est pas trop mon secteur de prédilection. Mais honnêtement, je trouvais ça super intéressant Ouais, et c'est surtout que c'est vachement dans la tendance parce que oui, les animaux, c'est fini le chien qui dort dehors dans le chenil, tu vois. Le chien, il est sur le canapé, il a le coussin, il regarde la télé comme l'humain. Non, mais c'est impressionnant, tu vois. C'est le c'est chien, vrai. on n'est plus sur du loup, tu vois. Le chat, pareil, le chat, il est énorme, il dort toute la journée. On n'est plus sur du félin qui va chasser le pigeon. Surtout en région parisienne, tu vois. Bon, enfin, surtout en région parisienne. Et c'est ça. Donc, les gens sont beaucoup plus attentionnés, les gens sont beaucoup plus, enfin, dépensent beaucoup plus, même des fois plus pour leurs animaux que pour eux-mêmes. Donc, je pense que ça peut être vraiment très tendance. C'est comme un peu tout ce qui est produit Carrément. canin, produit. Enfin, je pense que ça a beaucoup, beaucoup de potentiel. Ouais. Si Zoetis arrive sur des prix d'achat quand même intéressants, moi, c'est pas du tout exclu que je l'achète. Parce que je pense que c'est Ah quelque chose oui, qui oui, va oui. amener à durer Hmm. largement. Moi, Mm. clairement, elle est dans ma watchlist, et si elle arrive sur des niveaux de prix intéressants, j'hésiterai pas une seule seconde à envoyer une cartouche À dessus. mettre le paquet. Carrément. Carrément. Puis ça fait une Tu, transition, ouais, pour la dernière action. alors, juste, tu veux acheter du Sanofi ou? Ah non, surtout pas. Moi, j'ai fait l'analyse déjà dessus sur la chaîne. Sanofi, c'est une entreprise qui en plus a des Oui, c'est chiffres vrai, assez t'en avais parlé. dégueulasses, hein. Donc non, Sanofi, ça m'intéresse pas du tout.
Ouais. Ah, c'est vrai que je vous ai pas parlé du quantitatif, mais voilà, le quantitatif va avec ces deux raisons. C'est pas top. Je voulais pas vous abreuver de chiffres, voilà, des free cash flow, etc., du chiffre d'affaires. Euh, je pense que c'est déjà là, je vous ai donné des critères fondamentaux et non quantitatifs. Bon, je pense que c'est déjà suffisant pour passer le pas enfin, pas pour passer le pas, justement, pour éviter d'acheter du Sanofi et plutôt aller sur des business un peu plus rentables, on va dire. Carrément. Mais oui, Carrément. vas-y, Hugo, présente-nous cette Euh, dernière action que tu as enlevée Donc la de ta watchlist, dernière action que j'ai enlevée déjà de ma watchlist et qui ne qui m'a reviendra étonné d'ailleurs. probablement jamais dans ma watchlist, c'est L'Oréal. L'Oréal, pourquoi? Alors sur le papier, L'Oréal, c'est une action qui a tout pour elle. Elle est très bien, elle a des belles marges, elle a des bons retours sur capitaux, etc. Pour moi, L'Oréal, le seul truc qui manque, c'est la croissance. Il n'y a pas de croissance chez L'Oréal. Elle est régulière, elle est irrégulière, elle est linéaire, tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas suffisante. Et je pense aujourd'hui que L'Oréal, en fait, elle fait un peu tâche dans mon portefeuille en termes de croissance, parce que L'Oréal, c'est 7% de croissance du chiffre d'affaires, 8% de croissance des EPS, 9% de croissance des free cash flow. Bon, voilà, quand on a du Fortinet ou du Evolution qui te sort du 20% par an, L'Oréal à côté, tu te dis, voilà. En plus de ça, L'Oréal, ça sous-performe le S&P 500 sur les 5 dernières années. Sur 10 ans, ça le surperforme en total return, oui, ça le surperforme, mais c'est pas non plus une surperformance exceptionnelle, ils sont à peu près au même niveau actuellement. Et je sais pas, L'Oréal, pour moi, c'est une entreprise qui est bien sur le papier, tu vois, elle est extrêmement linéaire, extrêmement pépère, etc. Elle est Mais bien gérée quand même. Il y a elle du est bien skin in the gérée. game, il y a tout ça, hein. Il y a des marges qui sont en augmentation dans le temps. Ça, pour le coup, c'est indéniable. Il y a des retours sur capitaux qui augmentent. Il y a des revenus qui sont stables, qui sont linéaires. Mais pour moi, ça manque de croissance par rapport au reste de mon portefeuille. Et si avec ça, j'ai envie de te dire, ça serait pas grave. Le problème de L'Oréal, c'est son prix. Le problème de L'Oréal, c'est que j'ai fait la même erreur que Dassault Systèmes. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, il faut le dire. C'est une entreprise qui est beaucoup trop chère par rapport à son potentiel de croissance aujourd'hui. Elle a un PE de 30. On paye pas une entreprise 30 fois les bénéfices quand elle fait du 7% par an. C'est inconcevable. C'est clair. Elle a un price to free cash flow de 32. Euh, je sais pas pourquoi elle est aussi chère. C'est sûrement peut-être grâce à sa linéarité ou parce que il y a tellement peu d'actions de qualité en Europe que tout le monde achète L'Oréal. Je sais pas. Ce qui Ouais, est sûr, c'est que t'achètes la sécurité. c'est ça. Mais elle est 1000 fois trop chère par rapport à ses potentiels de croissance. Et pour vous dire, moi j'ai un PRU de 424 sur L'Oréal, ce qui est absolument monstrueux, hein. Aujourd'hui, elle est sur des prix de 366. Donc j'ai vraiment fait n'importe quoi sur mon prix d'achat. Et vous vous doutez bien, donc j'ai fait mon petit forward free cash flow yield, évidemment. Donc L'Oréal, j'ai pris un growth rate de 8% par an, parce que ça me paraît correct pour L'Oréal. C'est à peu près ce qu'elle a fait historiquement, et je la vois pas faire plus de 8% par an, honnêtement. C'est une boîte qui est Elle est trop énorme, qui est très mature maintenant. mature. Elle va pas te sortir du 12, du 14% par an, c'est impossible. Donc L'Oréal, j'ai mis Mm. 8% par an, et j'ai mis un price to free cash flow terminal de 26. 26, c'est un price to free cash flow terminal généreux, en sachant qu'on a eu une moyenne historique sur 12 ans de 32. Mais pour moi, 32, c'est pas soutenable pour une entreprise comme L'Oréal, parce qu'elle devient trop mature pour être valorisée Bien 32 sûr. fois les free cash flow. C'est juste pas possible. Donc j'ai Moi, tu mis vois, elle a un 26. PER beaucoup plus élevé que LVMH, alors que c'est pas du tout. Exactement. Pour Enfin, moi, j'ai mis mm. 26, et ça me paraît déjà être optimiste. C'est une entreprise qui pourrait tout à fait retomber sur des niveaux à 24, 22, tu vois, dans le futur. Et avec cette hypothèse de croissance-là, on arrive à un prix final de 436. Et mon PRU actuel, pour rappel, est à 424, ce qui nous amène à un CAGR sur 5 ans de 0,54% par an, soit pas de croissance en fait. On peut dire pas de croissance, hein, tout simplement, donc c'est nul. C'est clair. C'est complètement nul, donc au PRU actuel, L'Oréal en fait n'a absolument aucun intérêt dans mon portefeuille, elle ne fait que me péter ma perf, et
pour être rentable sur L'Oréal, pour faire plus de 12% de croissance par an en CAGR, hein, plus de 12% de rendement par an, vous devriez l'acheter aujourd'hui à 240 € avec ces perspectives de croissance-là. Donc autant vous dire que même au prix actuel à 366, vous avez beaucoup de marge, parce que 240 €, elle est pas prête de retrouver ces prix-là. Non, je pense pas, non. Donc moi, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser, tu vois, mais pas... En fait, je vois pas pourquoi elle est aussi chère. Je vois pas pourquoi. Elle a pas de raison d'être aussi chère, si ce n'est, ok, sa linéarité, c'est une entreprise pépère, machin, tout ce que tu veux. Mais voilà. Pour moi, c'est non. Du coup, 240 €, elle retrouvera jamais ces prix-là, à mon avis. Mon PRU actuel, il fait que j'ai une performance complètement éclatée prévisionnelle sur L'Oréal. Et je l'ai acheté le 15 janvier 2024, ma première position. Donc je pourrais liquider ma position sur L'Oréal au 15 janvier 2025, du coup. Donc je liquiderai Dassault Systèmes avant de liquider L'Oréal. Mais c'est une position que je vais liquider parce que j'ai aucune perspective de croissance sur cette position et avec mon PRU actuel. Donc ça sert à rien de la garder et de me faire du mal plus longtemps. Voilà. Mais c'est pas une Bon, mauvaise entreprise en soi. C'est pas une mauvaise non, entreprise en non, c'est soi. pas une C'est mauvaise juste qu'il y entreprise. Il faut juste a... l'acheter. Elle est beaucoup trop chère par rapport à ses perspectives de croissance. Ouais, bah, vraiment. Vraiment, vraiment. Non, c'est pour ça, faut vraiment faire attention et bien acheter ces entreprises de qualité à un prix juste parce que sinon, là, je regarde quantitativement, elle est bien, hein, honnêtement, elle est vraiment bien. C'est juste Ouais, elle est que bien. elle est trop chère pour ce qu'elle est. Beaucoup trop chère pour ce qu'elle est. Beaucoup trop. Mm. Et voilà. Voilà. Ok, vas-y donc. Est-ce Ouais, que tu moi, achètes c'est vrai que L'Oréal, Jean? L'Oréal. Alors, moi, bien évidemment, j'achète L'Oréal parce que j'aime bien la sécurité qu'elle dégage. J'aime bien tout ça, mais je n'achèterai pas L'Oréal à ce prix-là. Tu vois, c'est une entreprise qui est vraiment bien gérée. Tu vois, il y a du skin in the game, elle T'en a as un en avantage portefeuille? concurrentiel, elle est... Hein? T'en as en portefeuille, je me rappelle plus. Non, 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 j'en ai pas. J'ai toujours voulu en avoir. Honnêtement, c'est une entreprise que je regarde depuis... Elle a tout, tu vois, elle a du skin in the game. Elle a des marges élevées. Elle est super bien répartie géographiquement. Tous les pays, quand même, grosso modo. C'est- Sur le papier, moi, je trouve vraiment qu'elle est excellente. Mais, comment dire, je suis pas prêt à dépenser autant pour de la sécurité. En fait, ce n'est plus de jouer de la sécurité quand tu l'achètes à des PER beaucoup trop élevés ou à des prix comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment, j'évite. Alors je pourrais vraiment l'avoir en portefeuille parce que j'aime beaucoup ce type de boîte, tu vois. Énormément de skin in the game, quantitativement très bonne, fondamentalement excellente. Mais bon, voilà, elle se paye trop cher pour ce qu'elle peut dégager en sécurité et ce qu'elle peut dégager tout court, tout simplement. Tout à Donc fait. je préfère tourner. Par contre, LVMH, j'adore. Tu vois, LVMH, j'adore. LVMH, LVMH, c'est j'adore. très bien. Mais tu vois, je pense que L'Oréal, c'est peut-être une action. Je vais revendre ma position actuelle, c'est sûr, parce que j'ai fait n'importe quoi sur mon prix d'achat. J'ai un PRU qui n'a absolument aucun sens par rapport aux perspectives de croissance de L'Oréal. Et je ferais Après, mieux rien n'empêche, parce que là, de elle est en fond réallouer. de portefeuille. Oui, mais ce que je vais faire, c'est que je vais réallouer ce capital ailleurs, ça c'est sûr, parce que pour l'instant, c'est de l'argent qui va absolument rien me rapporter parce qu'il a juste mal été alloué. Donc, je vais liquider ma position, ça c'est une décision qui est certaine, mais elle va peut-être rester dans ma watchlist. Euh... Et écoute, si un jour elle tombe sur des niveaux de prix à 240, pourquoi pas? Hmm. Pourquoi pas? Ouais, moi, c'est vrai que pour des entreprises de qualité, même si j'ai fait l'erreur de les acheter trop cher, j'aurais tendance à pas les revendre parce que même si j'ai acheté trop cher, bon, on va dire que, comme dit Long Equity dans le livre, il n'y a pas de mauvais moment à acheter une machine à composer. Alors, c'est une machine à composer, c'est juste que ce n'est plus de la croissance. Mais C'est une je trouve ça petite machine dommage à composer, c'est ça le problème. ouais, c'est ça. Parce que du coup, tu prendrais des pertes, tu revendras à perte. Ouais. Ouais, Et je c'est préfère ça qui revendre me à perte et dérange un peu. réallouer ce capital ailleurs. Ouais, Parce que, en fait, moi je te l'ai montré, le hein, coût je te l'ai montré et ça va d'opportunité, sortir ouais. sur IQ Invest dans pas longtemps. Mais j'ai fait l'exercice de faire ces prévisions de free cash flow sur toutes mes positions de mon portefeuille. Et avec mes PRU actuels, les seules entreprises en fait qui ne battent pas l'inflation avec mes PRU actuels,
Il y en Ouais. a, en tout cas, qui font moins de 8% par an de croissance. Sachant que moi, je vise plutôt plus de 12%, mais là, j'en ai 3 dans mon portefeuille qui ont, encore une fois, au PRU actuel, moins de 8% de CAGR prévu sur les 5 prochaines années. Il s'agit de LVMH. Mais LVMH, je la revendrai pas. Parce que j'ai un CAGR prévu, même si je l'ai acheté un peu cher, LVMH, c'est une action que je veux avoir pour les 20 prochaines années, donc c'est sûr que je la revendrai pas. Et ensuite, j'ai L'Oréal avec 2% par an, et 1% par an, et Dassault Systèmes avec 2% par an. Donc autant te dire que Dassault Systèmes et L'Oréal, c'est vraiment deux positions. Dassault Systèmes, non seulement j'ai fait n'importe quoi sur le prix, mais en plus, elle me plaît pas. Et L'Oréal, elle pourrait me plaire, mais j'ai fait n'importe quoi sur le prix. Et pour moi, c'est pas une entreprise qui va retrouver des niveaux intéressants d'ici janvier 2025, tu vois. Donc je préfère la vendre. J'ai fait une erreur, je prends mon erreur, je prends ma perte, ça se reproduira pas. Je vais réallouer ce capital ailleurs. Et si un jour il y a une opportunité pour re-rentrer sur L'Oréal, je le ferai peut-être. Voilà. Pas mauvaise idée. Moi, je pense que je partirai là-dessus aussi. Mais tu vois, par exemple, LVMH, ça Euh, va pas être ma stratégie. LVMH, elle est aujourd'hui à des niveaux attractifs. Donc c'est une entreprise que je pourrais renforcer. Tu vois, aujourd'hui, le seul problème, c'est que j'en ai déjà beaucoup trop dans mon portefeuille. Ouais, j'ai le même problème. J'ai le même problème et elle fait que de descendre, donc j'aurais pu l'acheter beaucoup, mais bon, on peut pas prédire l'avenir, donc ça sert à rien de. Ouais. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète. On l'a acheté, enfin moi je l'ai acheté quand même à des prix qui me paraissaient raisonnables, moins cher, mais Mais c'est bon. pour ça que je pense C'est la- que il faut vraiment avoir une watchlist d'actions de qualité sur lesquelles vous êtes sûr et certain du business model et de l'avantage compétitif. Mais dans cette watchlist, il faut pas se précipiter et il faut attendre le moment opportun pour acheter une entreprise. Parce que sur une période de 10 ans, vous allez forcément avoir un moment où l'entreprise sera décotée et vous pourrez l'acheter à un prix intéressant. Et c'est là C'est que vous sûr, allez faire toute votre perf. c'est sûr, c'est sûr. Et ça peut même être une entreprise moyenne, hein. Tout va, enfin tu vois pas qu'il y a un large avantage concurrentiel, un mot Naro. Enfin non, pas Naro. Naro c'est rien, je crois. Naro, c'est petit. C'est large. Naro, Large mode. voilà, ouais. Mais une entreprise qui a un mot Naro peut être une très bonne entreprise si vous l'achetez à un bon prix en fait. Mais comme toutes les entreprises, le tout c'est Hmm, vraiment une analyse fondamentale qui est très bonne et un prix d'achat qui est bon. Et là, la tout à fait. performance, il n'y a aucune raison pour pas que vous en ayez une. Voilà, voilà. Je... Tout à fait. Bah écoute, on en a terminé pour cet épisode. On est arrivé à la fin. Donc, Mm. dites-nous si vous aussi vous avez fait quelques ménages dans votre watchlist. Est-ce qu'il y a des actions que vous prévoyez d'analyser, d'ajouter? Est-ce qu'il y a des actions que vous avez enlevées de votre watchlist? On espère que le podcast vous a plu. Et on espère que vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui avec nous. Bon, avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur Fountain App, écoutez, gagnez du Bitcoin, et si vous voulez nous soutenir, eh ben, vous pouvez même nous en envoyer directement, ça sera sympa de votre part. Et bien sûr, on est présent sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, excusez-moi, Deezer et plein d'autres encore. N'hésitez pas à laisser un avis et une note 5 étoiles, ça nous aide énormément à faire connaître le CAF Rentable, qui est encore une petite chaîne, mais ça ne serait tardé. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Instagram. Également, abonnez-vous à nos chaînes respectives J'invest et EquiInvest pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Hugo, Et tu veux on est finir? aussi, effectivement, on est aussi sur Instagram, donc n'oubliez pas aussi d'aller visiter le site internet www.iq-invest.fr pour plus d'infos, d'articles et de ressources sur l'investissement. Et merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois. Et on se donne rendez-vous, le podcast le plus régulier en finance. On se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8h pour le prochain épisode. Merci à tous, à très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao. Allez, ciao.